c'est un voyage d'1h30. Même si ça vous plaît pas, restez au bout. Le voyage, il dure pas longtemps. Tu prends pas l'avion, tu vas pas voyager, tu vas pas être déçu. C'est ce que je me disais avec ma carte illimitée en France, c'est d'aller voir un film, de me dire ouais, je vais pas être déçu, ou si je suis déçu, c'est pas grave. Ça dure 1h30 ou 2 heures, mais je reste jusqu'au bout. Je trouvais d'autres moyens de m'intéresser au film. Soulé, tu m'as été recommandé par un très bon ami à moi qui s'appelle Johan, qui était dans l'épisode 2 de Principes fondamentaux, donc un des tout premiers. Et en fait, vous avez ce point commun, et je crois que c'est comme ça que vous êtes rencontrés, tu peux peut-être m'en dire plus après, mais vous avez ce point commun d'être deux grands amateurs de cinéma, avec un amour pour cet art. Moi, j'aime bien le cinéma, hein, mais je suis très novice, très extérieur à ce monde-là. Lui est un gros amateur, mais je pense pas qu'il baigne de la même manière que toi. Et toi, par contre, on a déjà un peu parlé. Toi, tu es vraiment à fond dedans. Est-ce que tu peux me dire comment tu t'es retrouvé dans ce milieu-là du cinéma? Qu'est-ce qui t'a attiré au début? Ok, bah en fait c'est depuis tout petit, tout petit. Bah, de toute façon on a tous cet épisode-là de, on se cache parce que nos parents nous disent d'aller de se coucher, mais on se cache derrière, on se cache derrière la porte pour voir la fin du film, etc. Mais donc ouais non c'est vraiment, je sais pas, j'avais cet amour-là, même pour les arts en général parce que j'ai fait aussi du théâtre. Mais le cinéma, c'était aussi l'idée pour moi, de partir à l'aventure, de l'espace de 2 heures, l'espace d'1h30, de découvrir de rencontrer, de rencontrer des histoires, de rencontrer des personnages. Et même à un moment donné, c'était ça, hein, vu qu'on avait beaucoup de doublage en France, j'étais là à dire, ah oui, mais lui, c'était la voix de Will Smith, du coup, il fait aussi cet acteur-là, Denzel Washington, ah, Bruce Willis, c'est la même voix. Et du coup, c'est ça, c'est que euh, mon cerveau Ouais. retenait tout, et donc, ouais, non, j'avais cette envie de faire ça depuis vraiment longtemps. Même mon sujet en troisième, donc on nous demandait de faire un rapport de stage, etc. Et je crois que j'avais fait, moi, c'était sur le métier d'acteur de cinéma. Après, j'ai eu quand même beaucoup évolué parce que je sais que la première image dans ce rapport, c'était Will Smith. C'était Will Smith, mais aujourd'hui, oui, je suis beaucoup plus cinéma, on va dire, international, cinéma. Euh, voilà, Hollywood, c'est une part, mais il y a 70% aussi, c'est une autre part. Donc cinéma international. Donc, ouais, c'est ça. Je trouve que ça. Ouais, juste pour donner une journée type, quand j'étais à l'université, c'est que je pouvais aller, quand on avait nos 3 jours de week-end, je me levais à 6 heures, je prenais le bus à 7 heures, je prenais après le train pour aller arriver jusqu'à Paris-Montparnasse, et j'allais au hall où ma première séance commençait à 9h10, 9h15, et je re-rentrais après chez moi à 17h, 19h même, Et tu 19h. regardais des films toute la journée? Ouais, ouais. Ouais. Ah, je me regardais, ouais, ouais, ouais. Ouais, parce que c'est ça, c'est ce que je te dis, tu voyages, et tu voyages à moindre coût. Tu voyages Ouais, je vois ce que tu veux à dire. moindre coût, et je trouve ça vraiment génial, cette idée-là, de se dire que bon, je vais partir dans un pays, je vais connaître un petit peu une culture, une histoire qui est différente, et après je vais aller sur un autre film, je vais partir dans un documentaire, je vais partir, et je trouvais que c'était vraiment plaisant, cette idée d'aventure, et de raconter. En fait, je mangeais même pas, c'était ça ma nourriture, donc je me focalisais, je faisais des grosses séances de cinéma, donc ouais, non, c'est pour ça aussi que je voulais baigner dans ça, de découvrir aussi Ouais. l'envers du décor, mais également aussi de créer mes personnages, d'amener mes personnages, qu'on s'intéresse à des histoires. Donc mon attrait, il a été beaucoup plus sur le social, parce que je trouve que c'est peut-être ça, ces histoires qui m'ont fait grandir, comme Precious de Lee Daniels, où on découvrait la jeune Gabourey Sidibé, euh,
même Maria Carey dedans dans ce film est époustouflante et tu vois, on se fait des images parce qu'on se dit, ah, c'est des stars, on parle de leurs caprices, mais par exemple, voir Maria Carey dans ce personnage qui va nous faire pleurer, c'était aussi ça qui est génial de voir qu'on a, à travers nos vies, on a des multiples personnages. Et donc, je voulais en mettre plusieurs sur écriture et sur papier. D'accord. Donc Mm. tu écris tu écris des Donc, scénarios de films? ouais, donc j'ai écrit des courts-métrages et j'aimerais qu'il y ait des producteurs. Parce que ça aussi, c'est une autre facette. Hein. Parce que t'as beau écrire, après, si t'as pas de producteur, si t'as pas des gens qui croient en ton histoire, qui ont cette nécessité de se dire que c'est un beau visage à mettre au cinéma. Ça aussi, c'est notre partie qui est, c'est beaucoup complexe et qu'on ne sait pas forcément en tant que spectateur, mais c'est tout. C'est pour ça que je te disais 10 ans, 10 ans, 7 ans, 5 ans, il y a des gens qui portent des projets aussi longtemps. Même par exemple, il y avait Sympathie pour le diable, euh, donc avec Neil Schneider, où donc le réalisateur avait porté son film sur plus de 14 ans. Waouh. Sur plus de 14 ans, donc tu faut après trouver des producteurs, des gens qui ont des gens de confiance, des gens qui comme toi vont porter ton projet. Et c'est peut-être ça aussi le cinéma, c'est vraiment non pas un outil individuel, mais c'est un outil collectif. Collectif parce qu'on va le donner au spectateur, mais collectif aussi dans sa production collective, dans sa création. Donc ouais, c'est vraiment ouais, des projets collectifs, voilà, de se dire que bah je peux pas le porter seul, faut que j'ai des gens à mes côtés et c'est ça le cinéma. D'accord. Mm. Mais ouais, donc oui, je charge des producteurs aussi, donc pour mes courts-métrages, comme un qui s'appelle Le ciel pleura pour toi, et un autre projet qui est Arrachez-nous nos cœurs. Le message est passé. Avant qu'on rentre dans notre sujet un petit peu central du jour qui est sur le cinéma international, Mm. est-ce que tu peux nous parler encore un petit peu plus de toi? Donc là, on a déjà parlé de ton côté scénariste. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais en dehors? Parce que je sais que tu as, Mm. t'as plein de casquettes ou plein de chapeaux, je Mm. devrais peut-être dire là pour ceux qui te voient Ouais. actuellement. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, sur tes activités Ouais. actuelles autour du cinéma? Donc bah c'est ça. Donc moi j'ai fait mes études en France jusqu'à l'université, donc en histoire. Et après je voulais quand même poursuivre, bah, faire de la scénarisation et de la réalisation. Je sais qu'il y a des gens qui sont autodidactes, mais je trouve malheureusement on nous a enfermés un peu dans un prisme où pour faire notre job il faut avoir des diplômes. Et forcément, bah, si je veux faire le métier que je veux rêver de faire, bah, on me demandera, bah, oui, mais est-ce que tu as tes diplômes? Donc, bah, je voulais faire donc scénarisation, réalisation. Je trouvais que c'était moins accessible en France, au vu de l'approche où j'allais avoir 27 ans, parce qu'en France, voilà, sur certaines écoles privées, il faut avoir tel âge pour pouvoir faire une école. Donc, c'est pas grave, je me Donc suis dit, en bah, gros, si t'es trop vieux, on te refuse, c'est ça? si t'es trop vieux, c'est pas que dans le cinéma, hein, il y a même d'ailleurs, j'ai oublié le nom du film, mais ça portait même à tout ce qui est artistique. J'ai l'impression que on déjuge les gens qui sont un petit peu plus vieux et on leur fait savoir que ben, t'as plus de 27 ans, en gros, t'es considéré comme vieux. Donc, pas forcément ici. Et c'est peut-être la différence au Canada où même quelqu'un qui a 50 ans, qui veut refaire sa vie, et c'était un peu le cas d'un de mes collègues à l'école qui avait ça, plus de 50 ans, mais qui voulait faire acteur. Et ça, tu vois, j'ai l'impression qu'en France, c'est pas possible si tu veux être dans des écoles privées de cinéma, c'est pas possible. Donc voilà, je me suis dit, je suis venu avec ma femme qui elle faisait aussi pareil, a été refusée pendant plus de 2 ans pour faire un doctorat donc en recherche fondamentale.
Donc elle a regardé après à l'international et pareil, du coup nous deux on se retrouvait au Canada où les portes étaient plus ouvertes et plus accessibles. Donc voilà, donc c'est un peu ça. Donc j'ai fait mes études en scénarisation réalisation. Mais après c'est ça. Oui, tu as tes diplômes, mais on te demandera après à chaque fois est-ce que tu as de l'expérience. Deuxième, deuxième, deuxième porte fermée, fermée au visage. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais pas quand même rester inopérant et que je me suis dit ah bah je vais ici il y a quand même beaucoup de place qui est laissée au bénévolat. Donc je me suis dit bah je vais peut-être faire bénévole donc pour des festivals cinéma. Donc Ok. j'ai commencé à faire ça donc avec en premier Cinémania dont le président donc est aussi un Français qui s'appelle Guillaume Caillard. Et donc j'ai commencé par ça. Après je suis allé sur un donc lui il fait c'est un festival qui promeut le cinéma francophone à travers le monde. Donc il y a autant des films donc africains, autant de films voilà ou de toute façon européens, donc luxembourgeois, belges, français, aussi québécois, où on met en lumière la langue française sous toutes ses coutures. Et donc Oui. j'avais commencé par ça, donc ouais pareil, ça me redonnait aussi la possibilité, mais surtout la nécessité de sortir, parce que ça aussi c'est un petit peu un des problèmes, de sortir du cinéma, non pas états-unien, mais hollywoodien. Et donc à faire ce festival, ça m'a vraiment aussi permis de rencontrer d'autres personnes, ça m'a Ouais. permis de créer un réseau, parce qu'il faut se créer un réseau. Et donc voilà, après je me suis dit, bah, je vais faire d'autres festivals, donc j'ai fait festival après Regard, donc un des plus grands festivals de courts-métrages, d'ailleurs, avec même une porte ouverte sur les Oscars. Ils ont lieu où ces festivals-là, les deux que tu as cités? Alors, Cinémania, c'est à Montréal. Donc, c'est un festival qui a fêté sa 27e année. Ah ouais. Le festival Regard, donc c'est un festival de court-métrage au Saguenay, donc Saguenay-Lac-Saint-Jean, et qui a 26 ans. 26 ans, donc c'est quand même des festivals bien établis. Après, je me suis lancé aussi à faire donc FCMS, Festival Cinéma du Monde de Sherbrooke. Donc lui qui voilà veut ouvrir les portes et donc on peut avoir du cinéma iranien donc comme Jafar Panahi, on peut avoir du Kurosawa, donc voilà qui est quand même un festival voilà ouvert sur l'international pour amener notamment les Sherbrookois mais aussi les Québécois qui voudraient venir à ce festival à voir à sortir des sentiers imposés où on nous dit ah bah faut voir du populaire, etc. Faut voir du hollywoodien. Et donc voilà, donc j'ai fait ça et ensuite bah, j'ai commencé à avoir aussi mes premiers contrats, donc assistant régie pour TVGO, pour les Jeux de Québec, qui sont un peu des pré-olympiques comme on peut dire. Ok. Et après c'est ça, donc j'ai eu mon premier contrat en corporatif, donc pour avec Basta Communication pour Concertation Famestri, qui voulait donc avait un projet de dénaturer tous les préjugés qu'on nous impose, notamment sur les femmes immigrées, sur les femmes transsexuelles, sur les femmes donc handicapées. Et donc voilà, j'ai eu l'opportunité, la chance de rencontrer ces femmes, de faire des portraits à travers quatre thématiques qui sont l'éducation, la santé, le travail et l'accessibilité universelle. Donc aussi j'ai pu faire le montage pour ce projet-là. Et après il y a eu la Covid. Voilà. Donc ça a un peu ralenti les choses parce que j'avais aussi lancé un de mes courts-métrages qui était Nature humaine, Triptyque, qui était un portrait à travers trois histoires d'éléments qui m'avaient un peu chamboulé, des éléments qui pour moi sont un petit peu trop acceptés aujourd'hui alors qu'elles ne l'étaient pas forcément, notamment sur les agressions scolaires, sur donc ça c'était un pied de nez au film Love de Gaspard Noé,
sur la tromperie, qui est plutôt un film sur la tromperie. Et donc, j'avais fait un Nature humaine triptyque sur l'amour. Et l'autre, c'était l'amusement, où on croit être amusé, alors qu'on ne demande jamais l'avis à celui qui est victime de cet amusement. Donc voilà, c'était un court métrage que je voulais faire en expérimental, un petit peu en utilisant la rotoscopie. Rotoscopie, c'est le fait de filmer et après de lui donner un grain un petit peu plus, on va dire, animé, comme, Ok, un peu comme Tabou et Errant, qui a été un super beau film où vous avez filmé en green screen différents visages de l'Iran actuel, du fait ce que je dis, ne faites pas ce que je fais, de l'imposition de certains trucs. Donc un super beau film qui est fait en rotoscopie. Et donc je trouvais l'idée géniale et donc j'avais fait mon Nature humaine triptyque par rapport à ça. d'accord. Et donc voilà, et actuellement c'est ça, donc après la Covid, donc j'ai pu avoir accès à certains longs métrages en tant qu'assistant de production et aussi encore maintenant à faire beaucoup plus pour certains festivals en tant que médiateur culturel ou donc animateur Q&A, comme je te disais auparavant. Ouais. Ouais, tu disais que ça, c'était quelque chose que tu aimais beaucoup faire parce que, et encore, il y a une de tes activités dont tu n'as pas parlé, je crois, depuis qu'on a Oui, commencé à ah enregistrer. oui, j'avoue, oui, Euh, j'avoue. voilà, et justement, je voulais rebondir là-dessus parce que tu as, bah, un peu comme moi, dans un sens, tu as ce plaisir de poser des questions et d'essayer d'aller au fond des choses avec les gens avec qui tu interagis. Alors, toi, c'est dans le milieu du cinéma. Et du coup, quand tu fais animateur sur certains festivals, ou justement, alors là, tu as un public, c'est peut-être un petit peu différent par rapport à ça, mais tu interagis avec, tu poses des questions et avec, je sais pas, avec des réalisateurs, des acteurs peut-être sur les festivals. Bah, même là, tu vois, par exemple, bah, ça aussi, je vais juste faire un background, remonter sur le background. Donc ça, et je la remercierai jamais autant. Donc c'était Mathilde Incerti, qui est une des plus grandes attachées de presse en France, euh, qui a été une belle rencontre, qui m'a permis euh, d'entrer encore plus dans ce qu'on appelle le cinéma international et qui m'avait aussi convié, parce que je posais souvent des questions, on pourrait dire, bah, je sais qu'on me disait parfois trop pertinentes. Et je trouve que c'est à elle qui m'a un petit peu amené aussi dans ces questions et de les établir et euh, de ne pas les dénaturer. Donc, elle m'a invité après sur des projections presse. Elle m'avait invité aussi à des avant-premières en France. Et je trouvais vraiment plaisant de regarder un film, mais de ne pas le voir peut-être comme tout le monde, de voir qu'il y a des éléments qui vont nous sauter aux yeux et de poser des questions sur ça, Oui, de poser des questions sur ça. Donc, ouais, sur les festivals maintenant, même pour Entrée Libre, qui est un journal de Sherbrooke, je me mets pas de barrière sur mes interprétations, euh, je me mets pas de restrictions sur le travail sur les personnages, sur le langage cinématographique. Euh, je suis pas dans l'idée que je veux du people, moi je veux du personnage, je veux du langage cinématographique. Donc c'est ça, sur ça que j'ai envie de pousser les lecteurs, mais également les spectateurs, de se dire, ah, mais ça, j'avais pas vu ça comme ça. Et de se dire, ah, mais pourquoi il a pensé à ça? Et pourquoi il a amené dans son film? Parce que comme on dit au cinéma, chaque plan amène une situation qui va faire avancer le récit. hmm, Et je trouve que c'est toujours parfois en tant que bah, quand on regarde quand on va lire certains articles, parfois je trouve que ça manque un peu, donc c'est pour ça que j'avais envie de faire ça. Donc c'est dans un festival Cinéma du Monde de Sherbrooke où j'ai rencontré une dame qui travaillait pour Entrée Libre, avec qui on avait fait une super entrevue. Bah, c'est elle qui me posait des questions cette fois-ci. Et on avait fait une entrevue et ça s'était bien passé. Et après, elle m'a dit, on va faire, donc ça c'était au mois d'avril, et elle a dit au mois d'août, bah, il y a un article qui va sortir, est-ce que tu voudrais venir avec nous
pour lire, on va se faire un petit peu comme on dit ici des 5 à 7, Ok. des 5 à 7 et on voudrait de Corvier. Je- En fait, c'était pas un traquenard parce que je trouve ça vraiment plaisant. Mais en gros, c'était pour me demander ce jour-là, donc quand on a fait le 5 à 7, est-ce que ça te tenterait de parler de cinéma, de rencontrer les équipes de films au Québec et de parler de leurs films, etc. Donc vous, j'ai dit ouais, moi ça me dérange pas parce que j'aime ça, j'aime pousser, j'aime challenger, j'aime challenger en fait les gens qui ont créé un film parce que c'est toujours bien de se entendre dire des questions. Mais pourquoi tu as choisi, par exemple, de nous faire un triptyque sur des lignes discontinues sur la route alors que ton film nous parle de l'amitié? Est-ce que tu soulignes déjà l'idée que il y a des zones d'ombre dans nos amitiés? Et donc voilà des questions comme ça. D'accord. Euh, et ouais, non, ça me plaisait énormément ça me plaît toujours, hein, d'aller chercher ça et que ce soit même par rapport à une affiche, que ce soit, mais pourquoi tu as choisi cette affiche? Par exemple, là, il y a un film, une révision, on a les livres et au-dessus, on a une pomme, et la pomme et la mèche de la pomme, en fait, c'est une mèche, d'un bâton de dynamite et c'est ça. Est-ce que le savoir peut aussi détruire toutes nos connaissances et notamment nos croyances, et on parle de Ouais. croyances dans ce film. Donc, tu vois, moi, j'ai vu cette affiche, j'ai dit, ah, elle est géniale, franchement, j'ai envie de poser, et du coup, j'ai posé une question, donc, à Catherine Terria et à ces deux acteurs qui étaient, donc, Nour Belkeria et Pascal Robitaille, qui d'ailleurs, je les félicite parce que sont nommés, dans les galas Iris, qui est un petit peu un César, comme les Césars ici, et qui sont tous les deux nommés dans leur catégorie, meilleure interprétation masculine ou meilleure interprétation féminine. Comment ils réagissent bon, on va dire les réalisateurs, parce que je suppose que c'est plus souvent à eux que tu t'adresses, ou peut-être aux scénaristes, j'en sais rien si c'est pas la même personne. C'est rare. C'est pour ça que je trouve ça aussi, c'est un peu dommage, parce que moi, j'avoue que le cinéma, c'est un travail d'équipe. Et oui, je sais que j'aime bien poser mes questions au réalisateur, à la réalisatrice, aux acteurs ou actrices. Mais j'aime bien aussi me dire que, par exemple, la musique, on parle pas tant de la musique, alors que c'est quand même, comme on dit, un personnage d'un film. Donc, Ouais. comment ils réagissent? Bah, tu vois, par exemple, c'était Nour Belkeria qui me dit, parce qu'on avait fait déjà c'était la deuxième entrevue, on avait fait Antigone, donc de Sophie de Raspe, hein, donc avec Naïma Ricci et Antoine Desrochers. Moi, je te dirais plein de noms, en fait, vu que c'est du coup des jeunes acteurs québécois. Et là, on se trouve, Nour, je la revoyais donc, sur une révision donc, de Catherine Terrien. Et, et c'est ça, donc ça faisait 2 ans qu'Antigone était sorti. Et elle a dit, ah bah lui, à chaque fois, il nous challenge, j'ai l'impression de passer un examen. Euh, donc, ouais, du coup, ça m'avait fait rire parce que c'était quand même plaisant d'entendre, alors que je sais qu'en 2014, ou parfois on pouvait me dire, ah, tes questions, elles sont bizarres. Mais non, elles étaient pas bizarres, elles étaient vraiment focalisées sur le langage cinématographique, sur moi, ce que je ressens des personnages. Et donc, je suis hyper content par rapport à ça parce que depuis un certain temps, on me donne beaucoup plus de films à couvrir. J'ai beaucoup plus de distributeurs qui m'envoient leurs films et qui voudraient que l'on parle de ça, donc parle de leurs films, qu'on fasse aussi bah, des vraies entrevues, pas juste de savoir si c'était bien le tournage mais vraiment des questions sur les personnages, sur le langage cinématographique, sur moi, mes interprétations, est-ce que je vais dans le bon sens. Donc ouais, je suis quand même content que depuis 2 ans et demi, il y a de plus en plus de distributeurs qui veulent que je fasse des entrevues et donc ouais non ça c'est vraiment gratifiant parce que voilà, je sais qu'au Ouais. début je voulais après poser des questions plus lambda, mais non en fait non, je vais rester sur mes questions hyper pertinentes et hyper chiantes où il faut réfléchir beaucoup.
Et je comprends, ça me parle beaucoup. Ils te contactent, ces gens-là, ils te contactent via Entrée Libre Euh, ou maintenant en ton nom propre, on va dire, comment ça se passe? ouais. Bah, il y a toujours, tu vois, maintenant j'ai oublié de répondre, tu vois, tu me fais penser, par entrée libre, bah, avant entrée libre, on avait quand même, donc on passait par la maison du cinéma, qui est le cinéma de Sherbrooke. Mais maintenant, c'est ça, c'est que on me contacte directement. On me demande est-ce que ça t'intéresserait de faire un article sur ce film-là. Je suis aussi content, par exemple, même là, discussion pour un homme seul, où donc le réalisateur a affiché ce que j'avais écrit sur son film sur Facebook pour parler du film. Donc ouais, on me contacte quand même maintenant beaucoup plus par mon mail. Je sais que j'avais même reçu l'ONF, donc l'ONF qui a beaucoup fait de documentaires à l'époque de Pierre Perrault, de Michel Brault, qui sont des monstres, des monstres du cinéma québécois qui ont instauré une patte qu'on appelle le cinéma direct, qui est une forme pas une forme, pour me non, c'est le cinéma direct, qui est un genre cinématographique où on n'est plus dans un documentaire. Euh, En fait, on casse un petit peu vraiment les barrières entre l'interviewé et donc le réalisateur. Par exemple, je te donnerai juste pour la suite du monde, il faut regarder la trilogie de, de Pierre Perrault qui parlait notamment des habitants de l'île aux Coudres. Et on est dans cette famille, sur 3 films, dans cette famille qui a un épisode où on va les voir aussi retourner en France, sur la terre de leurs ancêtres, à La Rochelle. Euh, donc ouais, tu vois, l'ONF qui me demande ah, est-ce que tu voudrais couvrir le film Les Roses, donc de Félix Rose, euh, avec son père qui avait été des visages de ce qu'on appelle la révolution, la crise, pardon, la crise d'octobre dans les années 60, où au Québec il se sentait délaissé parce qu'il y a le clivage entre francophonie Québec, la francophonie et le clivage Canada anglophone. Et Ouais. ils se sentaient en quelque sorte délaissés. Et il y a une crise d'octobre qui va avoir une importance assez considérable au Québec. Et donc voilà, quand l'ONF me demande ah, est-ce que tu veux voir le film et est-ce que tu voudrais interviewer Félix et après faire un article ouais, bah oui, bah ouais, non, parce que c'est franchement gratifiant. Même là, je sais qu'on avait demandé pour la coop de ma mère, de Ève Lamont, qui est qui parle des coopératives, des coopératives où justement on a des gens avec des moyens assez bas, mais qui vivent dans des coopératives et qui essayent, bah, voilà, de recréer une société à même, qui est géniale, qui est touchant, donc ouais, je suis quand même vraiment gratifié par l'attention auquel on peut porter sur mon écriture, sur mes questions. Donc ouais, non, sur ça, c'est pour ça que chaque année, je les remercie, ceux qui m'ont contacté pour qu'on parle de leur film et parce que j'ai l'impression qu'on me lègue quelque chose, on me lègue une œuvre et, euh, ouais, non, même c'est pour ça, je, toute façon, en tant que critique, on n'est jamais dans cette. Pour moi, je suis pas dans la conception de dire ah le film j'aime pas, le film j'aime. Non, je suis dans l'idée de dire c'est quoi les points positifs, les points faibles et sur quoi, par exemple, quand je fais une entrevue, sur quoi je vais porter, ça sera sur les points forts du film. Savoir si j'aime ou pas, ça c'est pas intéressant. Savoir qu'est-ce que c'est les points forts et pourquoi on va parler de ton film sur ces points forts, ça c'est plaisant. Hmm, d'accord. Est-ce que tu peux nous parler d'un terme que tu as employé plusieurs fois, langage cinématographique? Qu'est-ce que Oui. ça inclut pour des gens qui, comme moi, n'y connaissent rien Mm, du tout au sujet? Est-ce que tu peux développer un petit peu là-dessus? mm. Là,
on parle cinéma, on appelle les trois écritures. Les trois écritures, c'est la scénarisation, la réalisation et le montage. Trois écritures où justement s'opère, donc c'est totalement établi, le scénario c'est de l'écriture, mais après pour la réalisation c'est comment je vais porter cette écriture et ce scénario en visuel. Et donc c'est les choix de plans, c'est les choix aussi bah voilà, de tout ce qui est plongée contre plongée. Donc par exemple si je veux te rabaisser, je vais prendre par exemple le film American Beauty avec Kevin Spacey. Si je, il y a un plan magistral où donc il y a le directeur de Kevin Spacey qui lui dit tu viens dans mon bureau, je dois te parler. Et juste avant ça, on avait Kevin Spacey en visuel, donc on avait son reflet sur l'ordinateur et on avait des lignes de chiffres. Cette ligne de chiffres, ça incombe l'idée que ça peut être une prison. Et au moment où son directeur vient le voir, il lui dit bah, je vais te parler. Mais on s'entend que à travers cette image-là, ce qui se détache, c'est que on va peut-être encore plus le coincer dans cette prison-là. Donc là, la scène d'après, c'est Kevin Spacey qui parle à son responsable et le plan qu'on a, donc le responsable qui est assis sur la table, non pas sur sa chaise, mais sur la table. Et du coup, ça fait une impression de domination. Et le plan juste après, c'est Kevin Spacey, donc sur lequel on a une plongée. Et la Ouais. plongée, c'est que en fait, c'est comme s'il était tout petit dans ce grand bureau. Et on s'entend que on sait qui est le dominant et qui est le dominé et qui va diriger la discussion. Sauf qu'après, il y a Kevin Spacey, le personnage de Kevin Spacey, qui va mentionner l'idée que ouais, mais vous voulez faire des coupes budgétaires, pourquoi moi je devrais donc être viré, alors que si par exemple le directeur ne payait pas les prostituées, on aurait peut-être plus d'argent. Sauf que là, du coup, dans ton plan d'après, c'est que Kevin Spacey est en contre-plongée et le Ah, directeur va s'asseoir à sa chaise. ah, ouais, ouais. Donc, et du coup, c'est ça le langage cinématographique. Par exemple, je te mentionnais dans Mathias et Maxime de Xavier Dolan l'idée du triptyque. Donc, d'avoir les premiers plans, c'est en film de nuit et en film des lignes discontinues. Donc, les lignes blanches discontinues. Et pourtant, Mathias et Maxime, ça souligne l'idée de l'amitié. Et justement, moi, ma question que j'avais pas posée à Xavier Dolan, c'était est-ce que ça souligne les zones d'ombre? Est-ce que ça souligne des non-dits qui existent dans ce que l'on appelle voilà l'idée même d'amitié où voilà tu inaugures que c'est des liens forts, c'est des gens qui se connaissent depuis longtemps, voilà, qui ont vécu tout mais est-ce qu'il y a des zones d'ombre? Et donc voilà, ça c'est une question que j'avais posée. Tu te rappelles de sa réponse? Donc, pour les non-dits, il m'a dit non, mais il voulait souligner que l'amitié, ça prend parfois des routes sinueuses, ça prend parfois des trajectoires auxquelles on ne s'attend pas, et que pour lui, l'idée de filmer ça, c'était un petit peu inaugurer cette relation-là. Il y avait un autre point où il était hyper content, que j'avais souligné, c'était en fait ce qu'on appelle par exemple, là, je vais te filmer, je vais avoir envie que le spectateur plonge dans ta vision, donc je vais faire un zoom. Et ce que Xavier Dolan, et je trouvais ça, j'ai vu ça au cinéma, j'ai dit non, c'est violent. Mais parce qu'il faisait un double zoom, donc il y a un double impact. En gros, tu peux zoomer, donc on va Ouais. zoomer, mais avec le double zoom, ça fait comme si ça fait tac tac. En gros, c'est comme si je me rapproche de toi et je rapproche ma caméra, mais avec deux fois. Ok. Et à l'œil nu, Avec une c'est pause au milieu ou hyper. pas? Non, pas de pause. Ça fait tac tac. Donc en gros, je zoome, bam bam, et je trouvais, moi, je me suis dit, mais c'est hyper violent. Et pourtant, il me manque des gens qui sont amis depuis longtemps et qui sont en train de se parler comme si tout allait bien. Et pourtant, lui, dans son langage cinématographique, il incorpore qu'il y a une violence sous-jacente. Ok. Et ce que je lui posais, je lui dis, eh ben, Xavier, vous nous montrez des liens forts, des amitiés puissantes, et pourtant, dans votre langage cinématographique, vous nous instaurez une certaine violence qui existe dans ces dialogues.
Pourquoi? Mais pourquoi ce choix-là? Et du coup, il était hyper content. Et pour lui, ce qu'il voulait dire avec ce langage cinématographique, c'était l'idée de dire que oui, c'est hyper violent et c'est en fait c'est à incorporer à ce groupe-là, mais qu'au fur et à mesure que l'on voit la violence physique et la violence verbale, son langage cinématographique disparaît. Ah ouais. Et du coup, c'était ça. C'est pour ça qu'il l'avait amené. Donc, pour dire que vous trompez pas les spectateurs. Oui, ils se parlent entre eux, ils sont amis, mais il y a quelque chose qui est caché en dessous. Et c'était ça Ah, que moi j'ai ressenti. Et du coup, je lui avais posé sur cette question-là. ouais, d'accord. Du coup, Hmm. ce qui t'intéresse, c'est un petit peu le non-dit, le non-montré dans les films, Ouais, mais qui fait quand même partie du message que veut faire passer par exemple, ouais. le réalisateur. Ben oui, parce que c'est ça aussi que je trouve pertinent d'amener un spectateur à se poser. C'est qu'un film, c'est pas fait du jour au lendemain, c'est vraiment des réflexions. Par exemple, il y a un des films que je suis content de Anaïs Barbeau-Lavalette, qui avait fait Inch'Allah, qui avait aussi travaillé donc sur Incendie, donc je crois, ouais, sur Incendie de Denis Villeneuve. Il y a un truc qu'elle fait dans son film La déesse des mouches à feu qui avait été présenté au Festival de Berlin donc en 2020, 2020 ouais, en 2020, c'est que euh, il y a c'est vraiment donc on a le personnage de Kelly DePoe qui est une fille qui est prise dans le tumulte de ses parents qui se disputent sans cesse. Et il y a un plan, moi je trouvais génial et je lui ai posé à Anaïs Barbeau-Lavalette, c'est la vague de Yokuzai. La vague de Yokuzai, Yokuzai c'est un des premiers, bah, pour moi c'est celui qui a créé le manga. Et la vague de Yokuzai, c'est le, quand le personnage, la mère, replace le tableau, ça fait comme si la vague, alors qu'on a Kelly qui est en avant-plan, donc la fille, elle est en avant-plan, mais ça faisait comme si la vague euh, allait renverser notre personnage principal. Et Ouais. c'est ça que, en fait, que je trouve vraiment intéressant, c'est l'idée que il y a pas de hasard. Et j'ai envie de souligner qu'il n'y a jamais de hasard avec des questions comme ça. Mais Hmm. c'est le fait qu'elle replace sa vague, c'est comme si elle voulait que cette vague happe aussi sa fille. Et c'est un petit peu ce qui se passe dans son film. Cette fille, elle est prise dans un tumulte de disputes alors qu'elle n'a pas de rapport et on lui demande en quelque sorte de choisir entre son père et sa mère. Et ses parents voudraient qu'elle choisisse. Mais Hmm. c'est juste une enfant. C'est juste une enfant. Et donc voilà, c'était ça aussi qui était important à souligner et à mettre en lumière. Ouais, je vois, je vois. Il y a un sujet, donc, bon, on n'a pas encore abordé la question du cinéma international et tout, mais avant, j'ai envie de creuser parce que ça m'intéresse beaucoup. Tu as parlé d'interprétation. Oui, Alors, j'ai pas forcément de questions très précises par rapport à ça, mais c'est vrai que quand il y a une œuvre comme ça, et c'est des choses, comme tu disais, qui sont pensées, qui sont réfléchies, qui sont mûries sur des années, comme tu disais, régulièrement sur des années. euh, du coup, comme tu disais aussi, il y a beaucoup rien n'est laissé au hasard. Je oui, sais pas si tu l'as dit en ces termes, mais c'est un peu oui. ça. Et c'est vrai que je me pose la question de l'interprétation donc du spectateur en fait. À quel point est-ce que un réalisateur, enfin, à quel point est-ce que les réalisateurs, j'imagine que ça va changer d'un à l'autre, hein, tu me diras ça, mais va laisser de la place à l'interprétation du spectateur et à quel point est-ce qu'il va avoir clairement son message à faire passer et qui va le faire passer de manière, on va dire, très concrète, très visuelle ou avec des mots, et puis aussi avec des messages cachés ou par le langage cinématographique notamment. Voilà, donc ma question c'est un petit peu ça. À ton avis, à quel point est-ce que les réalisateurs laissent la part d'interprétation et à quel point est-ce que en fait ils disent tout ce qu'ils veulent dire et c'est juste au spectateur de lire le premier niveau de message et puis le second et puis le troisième. Bah, tu vois, par exemple, par exemple, je vais prendre un film, je suis un peu déçu parce que c'est Clint Eastwood, qui est un
pour moi aussi pareil, un monstre du cinéma, et qui a réalisé son dernier film qui s'appelle Cry Macho. Cry Macho, vraiment la faiblesse du film, c'est ouais, c'est vraiment de tout nous dire, même ce que l'on voit. Et ce qu'on appelle aussi au cinéma, c'est le dialogue informatif. Moi, je trouve, c'est pour ça que je suis content quand les réalisatrices, réalisateurs nous laissent la possibilité d'interpréter, c'est qu'ils ont confiance au spectateur. Quand on te donne tout ce que tu as à voir, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'on considère, et moi je le vois comme ça, mais on considère que notre public n'est pas assez élevé intellectuellement. Moi, j'ai confiance en l'être humain et en son niveau pour interpréter. J'ai confiance en son intelligence. Donc, quand je vois dans Cry Macho les Federales, parce qu'on a le scénario est assez bancal. Donc, c'est un monsieur qui a 60 ans qui dit à Clint Eastwood qui a 90 ans de faire un road trip au Mexique pour aller chercher son fils. Déjà, ça, on sent quand même qu'il est fatigué, le monsieur de 90 ans, donc demander ça, même s'il doit quelque chose, ça fonctionne pas. Mais donc ce personnage s'en va au Mexique et bah il y a vraiment des trucs. Je me dis non, pourquoi? Mais voilà, il est cherché par les fédérales, par la police au Mexique. Donc là, il y a le garçon qui est avec lui et vas-y, tu peux tousser, hein. Non, mais c'est moi qui vais monter après, donc j'essaye de pas tousser trop Ok, fort. ok. Mais il est cherché par les fédérales et ils sont là, ils ont fait un barrage. Mais le dialogue, ce qu'on appelle un dialogue informatique, c'est me dire que ce que je vois, on me le dit. Hmm. C'est-à-dire, ah, on va passer par ce chemin là-bas parce qu'il y a les policiers. Mais je viens de le Hmm. voir. Donc, je sais que depuis le début, on essaye d'esquiver la police. Donc, pourquoi me dire un truc que je sais déjà? Et ça, je trouve que euh, est-ce qu'on vise une certaine catégorie de public? Et là, ça me fait mal pour ce public-là parce que on vous prend pour des idiots. On est obligé de vous dire ce qui est en train de se passer et ce qui va se passer parce que j'estime que vous n'êtes pas assez concentré, vous n'êtes pas assez intelligent. Donc ça, je suis assez... hmm, ça m'énerve un peu. Je sais qu'il y avait aussi les films de Philippe Lachaud, où il y a quand même beaucoup de dialogues informatifs et pareil, là aussi, c'est un peu dérangeant. Le spectateur, il est intelligent et déjà, il a réfléchi pour choisir un film. Il a pas dit, ah ben, je suis idiot, je vais aller dans ce film parce que, voilà. Non, il a choisi un film. Donc, à partir du moment où il a choisi, c'est qu'il est assez intelligent pour faire des propres choix et se laisser ses propres interprétations. On n'a pas besoin de lui mâcher les choses. C'est pour ça que même moi, c'est un petit peu un gimmick et un leitmotiv que je fais, c'est de ne jamais regarder les bandes annonces. J'ai pas envie qu'on me donne déjà des pistes de réflexion. Je lis jamais les synopsis, je lis jamais les bandes annonces, je regarde jamais les bandes annonces parce que je sais que je vais voir les films et que j'ai pas besoin qu'on me mâche ma job de réfléchir pendant le film, de me poser des questions. Mais mon personnage, il va faire quoi? De me poser des questions, même c'est pour ça que on va, du coup, ça sera peut-être une transition sur le cinéma international, mais déjà de me demander où est-ce que je suis. Ça, déjà, ton cerveau, il est déjà en réflexion, mais dans quel pays je me trouve? Par exemple, je regardais Big Bad Wolves, qui était sorti en 2013, qui est un film israélien, et du coup, on commence pas avec le générique, mais c'était filmé de telle manière où j'ai même eu l'impression que c'était peut-être un film indé états-unien. Et je me dis, mais attends, je suis où là? Je suis où? Après, quand mon personnage parle en hébreu, bah là, je sais, voilà, je suis en Israël. Et après, ça te plein de réflexions sur, mais c'est quoi le sujet? Où est-ce qu'on m'embarque? C'est quoi le genre du film? Est-ce que c'est une comédie? Est-ce que c'est un drame? Et je trouve vraiment plaisant de me dire que j'ai ça pour moi et qu'on m'a pas besoin de me mâcher ou de savoir qui est-ce qui joue dans le film. Je m'en moque. J'ai envie de voir un personnage, pas de savoir qui joue. Ouais, ouais, d'accord. Et ce que tu viens de dire, ça me fait, ça me ramène à moi mon expérience de spectateur. Moi, c'est souvent que, au bout de quelques minutes dans un film, je me dis, alors attends, où est-ce qu'on est et quand est-ce qu'on est? Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Et ouais, mais c'est ça que j'aime. toi, ce que tu mentionnes, c'est que
si on te le dit pas au début, tu es plutôt content. Ouais, Ouais, oui, alors que, bah alors que ouais, moi, franchement. moi, je me dis, ah, mais attends, ça m'aiderait peut-être à comprendre des choses, à lire des choses cachées, si je sais où on est, si je sais quand on est. Mais c'est intéressant parce que je m'étais jamais posé la question dans ce sens-là. Mais franchement, c'est pour ça que je trouve ça vraiment bah, ma réflexion euh, ô combien importante parce que déjà, ça va te mettre dans le bain, ça te met dans le bain ou te dire déjà et de réfléchir et d'être concentré. Parce en sachant certaines choses, bah tu vas perdre certains indices que le réalisateur a placés. Et je trouve Hmm. toujours dommage de perdre ces indices parce que je suis pas concentré, parce que je sais où est-ce que je m'en vais. Et même, tu vois, parce que je tape aucunement sur les blockbusters parce que j'en regarde. Le cinéma aussi, c'est une entièreté. Donc même là, tu vois, je savais un des punchs du dernier Spider-Man. Et du coup, oui, ben, c'est dommage de savoir ce punch-là, parce que du coup, t'es moins attentif. Ouais. Hmm. Et je trouve que moi, j'ai besoin de cette attention, d'être attentif pour savoir où est-ce qu'on m'embarque. Ouais, je comprends. Je comprends. Mm. Tu as parlé du genre du film. Oui, À quel point c'est important de catégoriser un film dans un genre et à quel point est-ce qu'on peut se dire eh ben, que ce soit catégorisé comme une comédie, comme un drame, comme un film d'action, comme ben, finalement on s'en fout. ouais. Bah, on s'en fout parce que oui, après, il y a des gens qui ont des accroches avec tel type de cinéma, mais moi, c'est vraiment pas ça qui m'intéresse. C'est vraiment l'idée de plonger dans une histoire. C'est l'idée de, franchement, je regarde un film et j'en regarde beaucoup, euh, mais si je me dis, hey, je suis un petit peu tanné parce que je sais, euh, j'y crois pas. Par exemple, même là, je vais attaquer un film, La famille Bélier. Je suis désolé de voir Karine Viard et François Damiens, ça me dérangeait parce que le film de Eric Lartigot, ça me dérangeait parce que j'y croyais pas et j'arrivais pas à embarquer dans le film parce que je vais pas raconter le punch du film, mais ça me dérangeait parce que euh, tout simplement parce que j'y croyais pas. Là, je regardais dans Club Vinland, donc avec un film québécois. Et à la fin du film, je me dis, ah, je suis content. Ah, je suis content, je suis convaincu. Je suis Ouais, convaincu là. Oui, je connais les acteurs, mais j'ai vu des personnages, j'ai vu une ouais, histoire. Je suis convaincu parce que j'ai été porté. Euh, et c'est ça un peu que, pour moi, le genre, c'est pas quelque chose. Oui, il y a des genres, j'aime bien les comédies, mais même, tu vois, je regarde Tic Tic Boom avec Andrew Garfield. Je savais pas que c'était une comédie musicale. Mais déjà, il y a une musique et je me dis, ah, ouais, je suis content. Et j'embarque direct avec ce personnage-là. Euh, c'est ça qui est pour moi vital, c'est le genre. Oui, c'est un truc, mais il y a vraiment, parfois dans des films, il y a des clashs de genres et tu te retrouveras dans une comédie, action. Par exemple, je vais prendre Souterrain de Sophie Dupuis, donc qui est un film sur les gens de la mine, au Val d'Or. Et tu vois, j'embarque aussi dans l'idée, ah, attends, on est dans un drame, on est dans un film, une sorte de thriller, il y a du suspense. Et du coup, tu vois, aujourd'hui, je trouve que c'est aussi ça, c'est qu'il y a des gens qui arrivent à mélanger les genres. On n'est peut-être plus vraiment dans un genre établi et t'en restes, quoi. Euh, il y a parfois, même dans des films, tu vas rigoler parce qu'on veut te faire rire, mais pourtant, c'est pas classé dans une comédie. Donc, ouais, oui, ça a pas trop d'importance, en fait. ok. Mm. Bon, bah, impeccable, impeccable. On va, on va aller dans la direction, du coup, un petit peu qu'on voulait centrale de l'épisode, même si finalement on aura parlé de cinéma très globalement. Moi, j'ai posé des questions par rapport à tes expertises
et voilà, hein, parce que comme je le répète de temps en temps, moi, ce podcast, je le fais avant tout pour moi, donc il y a un sujet central, mais en fait, je pose les questions qui me passent par la tête parce que j'ai envie de savoir, en fait. Et quand j'ai des experts comme toi d'un sujet que je connais pas, et plus le gap est important, comme là c'est le cas, parce que moi le cinéma je connais très peu et toi tu connais très bien, plus le gap est important et plus je suis intéressé et plus j'ai de questions sur des choses qui peuvent paraître basiques, mais moi que je sais pas et que j'ai envie de savoir. Mm. Bah, moi, je vais juste rebondir sur ça. Je vais juste dire, je sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais rien. Même au cinéma, oui, il y a beaucoup de films que j'ai dans mon répertoire de mon cerveau, mais il y a encore beaucoup de films qui me manquent. Donc, euh, je- il nous faudrait plus d'une vie, plus de 3 vies même, pour connaître l'étendue dans nos domaines. Et c'est peut-être ça aussi la beauté d'une vie, c'est de se dire que, waouh, au bout du compte, je sais, je sais quelque chose d'infime quoi sur ma catégorie et c'est pour ça qu'on a encore envie comme le dit la phrase, il faut rester étudiant toute sa vie. On a encore envie d'apprendre et même là, tu vois, regarde, j'avais jamais vu le parrain et j'ai vu le parrain cette année et du coup, j'étais content. Je me suis dit, waouh, ouais, je l'ai enfin vu. Et waouh, c'était génial. 3 heures où j'ai découvert le film de Francis Ford Coppola et de me dire, waouh, ouais, franchement, waouh. Et pourquoi j'ai mis autant de temps pour le voir? Et il y a plein de films, par exemple, j'ai regardé aussi cette année, j'ai pu acheter The Rocky Horror Picture Show, j'avais jamais vu. Et 1972, je me dis, waouh! Quelle audace de parler d'homosexualité, de parler de transsexualité en 72 ou encore aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés en parler. Je trouvais ça vraiment excellent à cette époque d'affirmer quelque chose. Ouais, c'est ça. Tu vois, je grandis avec ça. Je me dis, ouais, même là, tu vois, j'écoute la bande son encore parce que je me dis, ouais, c'est génial à son époque de faire un film comme ça. Mais ouais, je connais qu'un film. Je connais beaucoup de choses, mais je sais que je connais peu de choses. Bon, mais voilà. Moi, c'est le gap, c'est la différence, si tu veux, qui m'intéresse. C'est à quel point la personne en sait plus que moi, parce que ça veut dire que je vais pouvoir lui poser des questions sur des choses que je sais pas et que potentiellement elle sait. Si, si elle est, s'il y a encore des experts bien plus poussés que la personne, et ben tant pis. Moi, je parle à la Ouais. personne. Ce qui m'intéresse, c'est aussi, il y a une part de subjectivité aussi hein, dans ces discussions. J'aime bien sortir un ou deux éléments objectifs sur lesquels on peut vraiment s'appuyer à la fin. Mais après, tout le reste, on parlait d'interprétation, voilà, le subjectif, ça me dérange pas tant qu'effectivement, on a quand même une base et quelque chose à en tirer qu'on peut se rappeler. Mais après, il y a toute l'histoire de la personne, voilà, et ça m'intéresse aussi. Ok. Voilà. Du coup, par rapport à ce cinéma, cette question du cinéma international, alors qu'est-ce qui t'attire spécifiquement dans cette question précise, le cinéma international? Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui te parle autant à toi? Bah, parce que pourquoi ça me parle autant? Parce que franchement, je pourrais te faire une journée type où je voyais plusieurs films internationaux et je trouvais que c'était aussi devenu un cheval de bataille parce que on met pas tant en lumière. Tout le monde veut voir j'aime pas le terme, mais tout le monde veut voir des stars, des films avec des acteurs hollywoodiens. Même parfois, tu vois, j'allais au cinéma et j'entendais, ah, mais je connais personne. Est-ce que c'est bon? Hmm. C'est pas parce que il y a des millions d'acteurs à travers le monde. C'est pas parce que tu connais pas que même tu vois par exemple il y avait un film turc en 2015 qui avait marqué les gens qui était Mustang avec ses 5 filles qui et dont la plus petite se battait corps et âme pour éviter un mariage forcé. Mais les gens ils étaient contents du film, ils disaient waouh c'est bien. Et pourtant, tu vois, il y a pas Nicole Kidman, il y a pas, il y a pas Angelina Jolie, mais pourtant, tu as bien aimé le film. Donc, ça est devenu aussi un cheval de bataille de dire que tu peux grandir aussi internationalement, cinématographiquement, internationalement, parce que tu vas découvrir des films, tu vas découvrir des histoires, tu vas découvrir aussi des luttes
pour lesquels, par exemple, moi j'ai découvert Jafar Panahi, où on a un cinéma qui, qui, qui critique un petit peu ce qui peut se passer en Iran. Même son Taxi Téhéran, il a tout filmé dans son taxi. Déjà, l'idée, elle est géniale. Il a tout filmé dans son taxi. Et on C'est prend c'est un huis clos où il filme du taxi vers l'extérieur. il filme du taxi à l'intérieur pour les clients qu'il reçoit, où il se fait passer donc pour un chauffeur de taxi et il reçoit des clients et qui nous racontent leur vie. On va avoir un film. Donc, on pourra peut-être parler de docu-fiction. Et je trouvais vraiment génial. Mais tu vois, ça permet de découvrir, attends, Jafar Panahi, mais attends, il y a qui en Iran? Il y a Abias Kiarostami, il y a Ashghar Farhadi, il y a plein de réalisateurs qui sont méconnus mais qui sont excellents. Après, tu vois, j'ai pu aussi me familiariser avec le cinéma japonais, avec le cinéma, avec bah du coup j'avais découvert Mathilde elle m'avait fait découvrir Hirokazu Koreeda. J'ai pu aussi découvrir le cinéma coréen, le cinéma chinois. Et après aussi, bah, dire, bah, même faire mes recherches, c'est quoi les meilleurs films d'un pays, ou c'est quoi les meilleurs, pas meilleurs, il n'y a pas de meilleurs de toute façon, meilleurs réalisateurs ou réalisatrices, ça n'existe pas, car chacun a un message à transmettre et on peut pas dire qu'il y a un message qui va prévaloir sur un autre. Mais tu vois, c'était ça le cinéma international. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, bah, je me faisais mes listes et je disais, ah ben tiens, par exemple, l'autre fois, j'ai regardé au cinéma The Lunchbox, qui est un film avec le regretté notre acteur qui s'appelait Han, qui avait joué aussi dans le premier épisode de la dernière trilogie de Jurassic Park. The Lunchbox, où on part avec un monsieur, bah, donc un monsieur qui va donc qui travaille en fait en Inde il y a ce qu'on appelle il y a un système qui a été mis en place où il y a un système de livraison, non pas de genre de McDo qui va livrer chez toi, mais de ta femme qui va te livrer ton repas à ton D'accord. bureau. Et donc, on part de cette idée-là et on tend sur notre personnage qui va malencontreusement récolter les plats de quelqu'un, d'une femme en fait. Parce que lui, il se faisait livrer par un vieux restaurant. Il aimait pas trop et du jour au lendemain, il va découvrir des nouveaux plats parce qu'il y a eu une erreur et il va découvrir les plats de cette femme. Et ça va nous pousser à nous interroger, mais sur la femme, mais à nous pousser aussi à lui, à son background, et qui il est. Et tu vois, tu vois, j'ai même des frissons en parlant parce que je suis content de l'avoir montré à ma femme parce qu'elle ne le connaissait pas et elle a aimé et on en reparlait après. Je suis content aussi de lui avoir fait découvrir un autre film qui est One Child Nation sur la politique de l'enfant unique, qui est un documentaire qui avait été nommé dans les meilleurs documentaires aux Oscars. Euh, donc, quoi, tu vois, c'est ces voyages où tu traverses des cultures, t'apprends, tu dis, ah, ce système, mais attends, ils sont 1,2 milliard avec un système comme ça, comment ils font, quoi? Comment ils font pour que le plat il arrive non pas à 30 minutes plus tard, mais à l'heure. Donc, tu vois, c'est tout des questionnements où tu te dis à travers, ah ouais, ah, c'est génial. Pelo Malo, tu vois, par exemple, un film vénézuélien où on a ce personnage, ce jeune garçon qui aime se coiffer, mais on considère que pour se coiffer, il faut être une fille. Donc, on casse un petit peu ça à travers ce film. Et on est aussi dans l'idée de cette mère monoparentale qui, qui voudrait que ce garçon soit l'homme de la maison, alors que non, peut-être qu'il veut juste faire de la coiffure, mais on est vraiment rétrograde par rapport à certaines pensées. Et donc, tu vois, ça, c'est génial de sortir de ton film, de dire, waouh, j'ai pris une claque. Mais c'est pas parce que j'ai pris une claque parce que mon film il est d'Hollywood, ou j'ai pris une claque parce que c'est mon film il est français. Non, j'ai pris une claque parce qu'il vient du Venezuela. Et j'ai vu des personnages que je ne connaissais pas et j'ai appris à les connaître pendant 1h30, 2 heures. Donc ouais, non, c'est ça qui est juste génial quand on parle de cinéma international.
Même, tu vois, en France, j'ai pu découvrir le cinéma québécois avec Monsieur Lazare, avec de Philippe Palardeau, avec le démantèlement de Sébastien Pilote, avec Starbuck de Ken Scott, où tout le monde a aimé le film quand il est sorti en 2010, de ce monsieur qui a fait don de son sperme, mais vu que c'était le seul, en fait, il y a eu une pénurie et c'était le seul, en fait, à donner, du coup, 20 ans plus tard, il se retrouve avec plus de 400, 500 enfants avec, voilà, qui veulent connaître c'est qui leur père biologique. Donc ouais, tu vois, c'est ce genre de film. Malheureusement, on avait eu un vieux remake après avec José Garcia qui s'appelle Fonzie, euh, et où il y a un truc qui m'avait choqué. J'étais à UGC de Halle, je vois l'affiche de Fonzie et on dit une des comédies. On n'avait jamais ri depuis 10 ans. Et j'ai dit Starbucks est sorti l'année dernière. Et pourtant, il est sorti en France. Donc, comment on peut me dire que le journal peut me dire on n'avait jamais ri depuis 10 ans, autant ri depuis 10 ans. Ouais. C'était blessant. Mais voilà, tu vois, ça aussi, c'est pour aussi contrecarrer ça. Non, il y a Starbucks, l'original. Vous allez rigoler, vous allez aller au Québec avec Patrick Huard, Julie Le Breton, et vous allez découvrir l'histoire de Starbucks. Donc ouais, non, c'était vraiment, vraiment ça qui était intéressant, même d'aller au Québec alors que j'étais même pas, je pensais même pas aller au Québec déjà, tu vois. Mais tu vois, découvrir le cinéma québécois, de découvrir aussi, par exemple, Gabriel de Louise Archambault, qui est et je lui dirais, ouais, je dirais jamais autant à Louise Archambault que c'est peut-être elle qui écrit les plus belles histoires d'amour. Bah là, elle avait, Gabrielle, c'était une jeune fille donc handicapée mentale, mais qui aimait un garçon et euh, et il y avait toute cette connotation que ah bah non ils sont malades, ils peuvent pas aimer. Hey, et pour moi, même dans ma tête, je disais que c'est peut-être l'amour véritable parce qu'il y aura pas de tromperie, il y aura pas de faux semblant. Et elle le met en lumière. Elle avait fait, du coup, bah, quand j'étais au Québec, elle avait fait Il pleuvait des oiseaux en 2019, donc avec la regrettée Renée Lachapelle Gilbert Sicotte, et une histoire d'amour entre ses aînés qui apprennent à se découvrir dans un petit bois donc au Québec. Et waouh, c'était l'une des plus belles histoires d'amour. J'ai jamais vu aussi l'amour aussi bien chorégraphié à l'écran. Et tu vois, c'est pas français, c'est pas hollywoodien. Voilà, c'est ça le cinéma international, c'est dire waouh, il y a de la création ailleurs. Hein. Il n'y a pas que. Pourtant, on a parfois des mauvais créateurs en France, mais c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, ça te fait voyager, ça te montre autre chose, ça te montre d'autres types de personnes. Et c'est ça, en fait, que tu retrouves, qui te touche le plus dans ce côté, dans ce cinéma international. Ouais, ah oui. Mais même, tu vois, il y a aussi ça, on ne met jamais la part belle, mais le cinéma international indé états-unien, il y a des belles trouvailles. Il y a des super grands réalisateurs. Euh, ouais, même là, tu vois, j'en parlais encore, c'était Paul Thomas Anderson qui a sorti Licorice Pizza, il avait fait Punch Drunk Love, il avait fait The Masters, There Will Be Blood, avec Daniel Day-Lewis qui avait été récompensé. Tu vois, et pourtant, il y a un truc qui est fascinant dans ce réalisateur, c'est que je me dis, et ces films, tu peux t'ennuyer, tu t'ennuies, mais en fait, c'est du très bon ennui. Franchement, je me dis, franchement, l'autre fois, même je disais ça, mais il arrive à faire en sorte que on pourrait trouver l'histoire que nous conte, par exemple, de The Master, où il parle de la scientologie, ouais, attends, ouais, la scientologie, tu pourrais t'ennuyer. Parce qu'on dit souvent que ah bah moi mon histoire elle est pas intéressante. Et il souligne que non, l'histoire tu peux t'ennuyer, mais l'histoire de ces gens-là qu'on pourrait trouver banale
elle est intéressante. Et franchement, je m'ennuie dans ces films, mais c'est du bon ennui parce qu'il m'intéresse avec ces personnages. Mais je trouve ça fascinant. Et là, dans Licorice Pizza, ça change un peu, mais c'est vraiment ça qui est captivant de se dire, waouh, putain, sa signature, elle est magnifique. Wes Anderson, tout le monde aime Wes Anderson. Pourtant, c'est pas hollywoodien. Alors, comment tu découpes qu'est-ce qui est hollywoodien, qu'est-ce qui l'est pas, à part les films qui sont vraiment qui sont tournés dans les studios d'Hollywood, où là c'est très clair, mais sinon, vas-y, comment tu caractérises? Bah, cinéma indé, déjà, parfois, tu as les distributeurs. Donc, avec certains distributeurs, tu sais que tu vas pas t'en aller sur un Avengers par exemple, A24 ou A24. Tu sais que c'est des distributeurs qui choisissent souvent des films indés. Par exemple, là, ils ont fait, donc là, ils distribuaient le film des Daniels, qui est Everything Everywhere All at Once, qui pour moi sera indéniablement dans mon top 5, voire peut-être même en première position, et pourtant on n'est qu'au mois de juin. Mais ouais, tu sais que c'est un bon film indé. T'avais quoi aussi? T'as Focus Features, qui fait beaucoup de films indés. C'est par rapport aux distributeurs, tu vas savoir que c'est des films indés. Euh, ou même par même certains studios, c'est pour ça que je suis assez certains studios comme Sony ou la Warner font des films indés. Donc après tu as par exemple Sonic Classics, où c'est des films indés. Donc même là, tu vois, c'est des grosses productions qui font des films, même en France, tu vois, par exemple, Chèque EuropaCorp de Luc Besson, c'était ouais, des grosses productions françaises, transporteurs, taxis, etc. Mais il y a cette idée de remettre de l'argent pour des films indés. Par exemple, Europa Corp, c'est aussi le film qu'a produit The Tree of Life de Terrence Malick. Terrence Malick, on se rend compte que c'est pas du blockbuster. Terrence Malick, c'est du film contemplatif qui va pas forcément plaire à tout le monde, même si moi c'est ma came. J'avoue qu'en 2011, quand j'ai vu The Tree of Life, c'était pour moi la Palme d'Or inexorablement. Mais tu vois, il y a quand même des studios qui réinvestissent et après ils ont il y a plusieurs après sous-groupes dans ces gros studios là qui vont produire. Donc après oui, après tu t'entends que oui, Avengers c'était pas du film indé. Alors non, mais là tu pars effectivement dans le blockbuster hollywoodien par excellence de ces dernières années. Donc ça, je comprends comment tu le caractérises. Mais du coup, j'arrive pas encore à mettre le doigt sur ce qui caractérise un film indé comme tu en parles. Bah par exemple un film indé parce que j'ai toujours l'impression aussi que en comme on dit du gris, du cinéma gris, c'est du cinéma où on a des émotions sur le social, sur sur aussi bah, nature historique. Un film indé, par exemple, après tu sais qu'il y a des réalisateurs qui font de l'indé, par exemple Lee Daniels, comme je te disais, Thomas Anderson, Wes Anderson. Après, tu sais déjà catégoriser certains réalisateurs. Euh, euh, Par exemple, si je te disais George Lucas, en fait, c'est par rapport aussi à des réalisateurs que tu te dis, ouais, bah ça, on s'entend que c'est, par exemple, Steven Spielberg, même si, avec l'aide de gros studios, il fait quand même des films qui n'ont pas un but, qui n'ont pas un but de blockbuster. T'as quand même bah, je pense que c'est par rapport au réalisateur. Moi, j'arrive à savoir, bah, ça sera un film social où j'ai l'impression aussi qu'on s'attache moins peut-être à parler de social dans des blockbusters ou par exemple, là, j'avais regardé, j'étais content, Un été à Osage County avec Ewan McGregor, t'avais Benedict Cumberbatch, mais t'avais surtout Julia Roberts et Meryl Streep, euh, qui sont phénoménales dans ce film. Mais on s'entend que c'est un film social où on va parler de famille, on va parler
de clivage en génération, les aînés avec les jeunes. Même l'une des critiques que Meryl Streep, la mère, dit à ses filles, c'est que vous savez pas ce que nous on a vécu, nous on n'avait pas d'amour, on recevait pas d'amour, alors arrêtez de vous plaindre, arrêtez de vous plaindre. Et donc on a ça, cette idée-là. Mais pour moi, ouais, si je devais peut-être différencier un cinéma indé, par exemple, je pourrais dire un des premiers films où j'avais découvert Elisabeth Olsen euh, qui joue mince. Wanda dans Marvel, c'est ça? Ouais, Wanda. Moi, j'avais découvert dans le film Merci, mais Marlène. Donc, c'est quatre prénoms. Martha, c'est ses quatre prénoms. Et c'était sur une secte, c'est une fille qui fuit une secte. Euh, Généralement aussi, tu peux regarder par rapport à un festival. Si tu veux voir des films indépendants, le festival Sundance, créé par Robert Redford, en sortant que c'est que du cinéma indépendant. Si là, tu t'entends à regarder des films là-bas, tu sais que c'est tous les films états-uniens qui seront à ce festival-là, c'est des films indés. Euh, c'est des films indés comme... j'en ai tellement aussi. J'en ai tellement, mais voilà. Au pire, si les gens cherchent du cinéma indé, faut regarder le catalogue du festival Sundance qui opère beaucoup. Même, tu peux aller aussi. Il y a d'autres festivals qui sont indés, comme. En fait, on va dire, si tu en charge du cinéma états-unien indé, faut regarder les festivals. Festival de Cannes, Festival de Berlin, Festival de Venise, Festival francophone Festival de Deauville, où on a beaucoup de films des États-Unis. Donc ouais, que des films. En fait, tu regardes les festivals. Si on cherche du film indépendant, c'est les festivals. Parce qu'on s'entend qu'il n'y aura jamais de film blockbuster dans un festival. Est-ce que tu penses que si je sépare les deux, divertissement pour film hollywoodien avant tout et message avant tout pour film indépendant, est-ce que tu penses que ça fait sens comme séparation? Ben, par exemple, je vais prendre, tiens, Avengers. Euh, donc, c'était attends, Avengers, t'as Endgame et l'autre là, Infinity War. Ouais. Par exemple, Infinity War, je vais reprendre quand même parce que oui, on peut avoir du cinéma divertissant, mais on peut aussi avoir des personnages. euh, Même je souligne parce qu'on me dit ah c'est nul. Non, c'est pas nul. Par exemple, tu vas regarder la relation entre Gamora et Thanos, elle est géniale. Comment elle est montée? Elle est géniale, où on humanise quand même notre personnage qui est censé détruire la moitié de l'univers et qu'on s'attache quand même à essayer de comprendre ses agissements. Par exemple, le Joker, c'est un blockbuster, mais pourtant, on s'attache à considérer donc la prestation de Joaquin Phoenix comme intéressante. À ton avis aussi, pourquoi nos politiciens, que ce soit ici ou en France, parlaient de Joker en disant oh, c'est trop violent. Pourtant, à la même époque, il y avait Rambo, The Last Blood qui est sorti. Pourtant, j'ai jamais entendu un politicien me dire ah, par contre, faut pas aller voir Rambo. Mais on nous disait de ne pas aller voir Joker. Ah ouais. Parce que on s'entend qu'un blockbuster, ça rassemble. Et on s'entend que là, quand le message, c'est pas juste le méchant et le gentil, mais qu'on a un questionnement sur comment on en arrive à ça, et comment le Joker en arrive à ça, qu'elle est en lien à justement l'idée de minorité qui va ostraciser certaines personnes. Et je vais reprendre la phrase de Malcolm X qui disait les médias ont la possibilité de vous faire, et je vais mettre les politiciens, ont la possibilité de vous faire détester les oppressés, de vous faire adorer les oppresseurs. Là, dans le Joker, on s'entend qu'on déteste les oppresseurs. Et que c'est pour ça que nos politiciens disaient ah, faut pas aller voir ce film, il est trop violent. Je suis allé le voir quand même. Et de toute façon, je vais jamais prendre. Mais tu vois, là, ça fait peur. C'est comme The Dark Knight Rises. The Dark Knight Rises,
où Bane a les mêmes questionnements que le Joker. C'est-à-dire, où après il est assez radical dans The Dark Knight Rises. C'est assez radical parce que elle se conclut par la mort de cette minorité oppresseur. Mais ça, tu vois, c'est peut-être ça aussi qui fait peur parce que c'est un blockbuster et que ça attire. Alors que si c'était Hmm. un film indépendant sorti voilà, en catimini, ça aurait fait moins parler. Mais là, c'était un film à effet à rassembleur et qu'on dénature les oppresseurs, on leur dit ce qu'ils font est inacceptable et c'est ça qui faisait peur. Donc c'est pour ça qu'on disait, ah, faut pas aller voir, c'est violent. Mais généralement, quand on dit que c'est violent, ça veut dire que c'est rassembleur. Je vois ce que tu veux dire. Mais du coup, tu vois, tu as quand même des personnages assez intéressants, même dans des blockbusters. Donc, ouais, c'est pour ça. Oui, après, on s'entend dans Fast and Furious, on ne demande pas de réfléchir. Donc, ouais. Mais aujourd'hui, je trouve que dans certains blockbusters, on essaye de ramener des réflexions, on essaye aussi de dénaturer voilà tout ce qui a été établi entre le bon et le méchant. Euh, Même tu vois par exemple là je regardais un film et j'inviterais les gens Hostile avec Christian Bale, donc un film western sorti en 2017 de Scott Cooper je crois. Bon, et euh, et tu vois il y a aussi dans l'idée aussi du cinéma états-unien actuel de casser certaines images. Et dans ce film, j'avoue que la première image c'est un petit peu un pied de nez à ce qu'on a établi, c'est-à-dire, ah ben, les Premières Nations, je dirais pas les Indiens, même les Amérindiens, ça me dérange, mais les Premières Nations sont celles qui faisaient peur et qui étaient violentes à l'encontre bah, des Caucasiens, des Blancs aux États-Unis. Mhm. Et j'avoue que tu as cette première image. Et j'avoue que moi, je dis, regarde le film. Je dis, oh non, on va pas tomber dans ça. Oh, les méchants Premières Nations avant de tuer les pauvres personnes blanches. Et, et juste après l'image, tu as un peu un reverse. L'image, c'est justement ces policiers. Bah, merde, c'est pas des policiers, mais merde, bah, l'armée avec Christian Bale qui violente des Premières Nations et un enfant en Première Nation. Et tu dis, waouh! Et du coup, ça, c'est un petit peu un pied de nez à tout ce que notre cinéma a établi. C'est ce qu'on appelle les mythes. Les mythes, c'est nous dire que bah, le cinéma, c'est pour ça qu'il ne faut pas détruire les mythes. C'est pour ça qu'il y avait aussi l'idée avec la cancel culture de dire, ah ouais, mais ça, c'était raciste, faut l'enlever, faut le détruire. Non, faut pas le détruire parce que ça te permet de comprendre aussi un cheminement. C'est que aujourd'hui mon cinéma il est comme ça, mais on essaye de casser l'image qu'on avait avant. Par exemple, un des films The Birth of Nation sorti en 1912 de Griffith, qui est un des premiers blockbusters, c'était l'idée que on faisait l'apologie du KKK, du Ku Klux Klan, on voulait refaire naître avec ce film l'idée que le Ku Klux Klan c'était bien. Justement, si on détruit ça, ben, on n'a plus de traces, on Ouais. n'a plus de traces. Et pourtant, c'est le premier blockbuster. Pourtant, c'est un film, oui, où on grimait les personnages blancs en noir et on donnait une image caricaturale, très caricaturale, trop caricaturale des Noirs, des Afro-États-Uniens. Mais Mhm. tu vois, on peut pas le détruire parce que justement, on se retrouve avec des gens qui nous disent ah mais non, ça n'a pas existé. Mais moi, Ouais. au contraire, je suis content que ça existe pour me dire, même tu vois, c'était Spike Lee dans The Black Landsman, il utilise des images de The Birth of Nation de 1912. Donc même, je sais que Spike Lee a des idées très tranchées, pourtant il l'utilise et il n'a pas dit ah bah non, faut gommer, faut effacer. Il l'utilise dans son film, donc c'est un peu l'idée aussi de dire que non, euh, ça existe et on a besoin de ça pour comprendre notre cheminement. Ouais, c'est très clair. Bon, justement, tu parlais des clichés tout à l'heure.
On va Ouais. revenir sur notre sujet central du cinéma international et de ce que ça nous apporte. Mm. Qu'est-ce qu'il y a comme cliché autour du cinéma international? Cliché, même encore actuellement, hein. Hum, Parfois, quand je regarde des films, j'ai l'impression d'être dans l'inspecteur Harry avec Clint C'est-à-dire? Eastwood, avec Ouais. Clint Eastwood, où c'est ça, je te disais, euh, on peut pas réduire l'homme à ce qu'il est actuellement et que pour le comprendre, il faut retourner dans son passé. C'est comme un serial killer. Faut pas se dire ah ouais mais il a fait ci, mais faut essayer de comprendre pourquoi il a fait ça et comment, quel est le cheminement. Par exemple, je regardais, je sais plus quel film sur les serial killers et je me suis dit ah bah tiens parce que ça aussi j'aime bien faire ça. On me donne un film, je veux pas me dire ah bah c'est bon, j'ai toute ma vérité. Non, je veux faire des recherches. Bah, je vais apprendre que, par exemple, le background du personnage est ainsi. Alors qu'à un certain moment, par exemple, dans l'inspecteur Harry, on nous montre bah, des Afro-États-Uniens qui viennent braquer le petit café où l'inspecteur Harry va boire chaque jour. Et, euh, et, euh, et c'est un petit peu ce qui me fait parfois peur, c'est que le public va nourrir aussi cela. Par exemple, je sais que mon prof, ils m'ont parlé de scénarisation. Il me disait, bah, quand ça, la scène là où l'inspecteur Harry tue les trois Afro-États-Uniens, alors que dans le café, on a que des femmes et des hommes blancs, alors qu'on a du coup les méchants et les gentils. Il me dit, dans les années 70, quand c'est sorti au Québec, les gens sont levés pour applaudir l'inspecteur Harry. Et c'était un peu ça. Tu vois, je trouve que c'était à une époque. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que il faut qu'on nage à contre-courant pour dénaturer ou détruire tout ce qu'on a mis en place. C'est-à-dire que ah, bah, c'est souvent les gens issus de l'immigration qui sont méchants ou qui font les mauvais trucs. Et les gentils, bah, c'est, c'est les blancs ou peu importe dans n'importe quel pays, par exemple même ou par exemple le méchant c'est l'étranger ou par exemple, je vais te prendre un de mes films références, c'est La Montagne Sacrée d'Alejandro Jodorowsky, qui est sorti en 1976, où on a peu un cliché, pas un cliché, mais un peu comment on a construit nos sociétés, où on donne une arme à un enfant mexicain pour qu'il tire sur la photo d'un enfant paraguayen. Et c'est un peu ça qu'on crée avec avec les clichés. Euh, et ça, véritablement, c'est un peu, j'ai un peu peur que parfois les gens n'aient pas assez de recul pour se dire ah mais c'est un film ou ah on veut m'éduquer parce que les gens se confortent et c'est peut-être ça aussi notre faiblesse, c'est de se conforter et de se dire ah ouais mais si c'est comme ça tout le monde est comme ça ou je me suis fait agresser par tel type de personne du coup je mets tous le type de personnes dans le même sac. Donc oui les clichés c'est dangereux, c'est un peu comme même dans un film ça m'a énervé de voir que parce que t'es mexicain, tu dois forcément t'es dans un cartel. Ouais, je suis dire. Et tous les Mexicains sont pas dans des cartels. Tous les Mexicains sont pas des gens armés qui vont vous prendre votre sac ou les clichés, c'est que même encore aujourd'hui, je le vis encore aujourd'hui. Euh, c'est pour ça qu'il faut aussi de la diversité aussi sur les plateaux, mais parce qu'il y a un besoin vital de changer la perception des gens. Je suis allé au théâtre la dernière fois. Et il y a une discussion qui s'est amenée entre deux personnes, donc deux personnes blanches qui disaient, je les écoutais parler, et qui parlaient du fait qu'une prof en Ontario a été virée parce qu'elle avait utilisé le terme nègre. Et d'entendre une personne dire, ah mais c'est pas si grave que ça, nègre, dire, moi je comprends pas. Hey, je suis derrière vous, c'est à moi qu'il faut dire. Moi je vous dirais que nègre, ça a été un terme qui a été créé pendant l'époque de l'esclavage que c'est un terme dégradant et déshumanisant. Donc oui, c'est pas grave, mais c'est parce que toi, tu ne le vis pas. Et après, il y avait une autre situation. J'étais dans les premiers à m'asseoir et il y a une dame qui arrive, donc qui vient rejoindre son amie. J'étais là avant vous, madame. Pendant tout le show, donc la pièce de théâtre, elle a sa main sur son sac.
Et si tu te sens pas en sécurité, pourquoi tu t'es mis à côté de moi? Et c'est un peu ça, en fait, que même notre cinéma doit casser. On doit arrêter de faire les mêmes rythmiques, les mêmes images que l'on donne. Ah ben, c'est le noir qui est méchant, c'est le noir qui est voleur, c'est l'arabe. Tu vois, c'est ça. Même, tu vois, ça me dérangeait quand à chaque fois, en France, on nous parle des banlieues, on nous dit les banlieues c'est ça, mais il y a quand même des gens qui ont réussi en banlieue. Les banlieues, c'est pas que la drogue. Et ça m'énerve quand on encense un film en disant ah mais c'est fait par une réalisatrice, mais alors que c'est les mêmes sujets, quoi. Ça m'embête qu'on fasse les mêmes sujets. On change juste le genre. En gros, bah, c'était des hommes qui vendaient de la drogue, maintenant c'est des filles qui vendent de la drogue, quoi. Où c'est facile d'avoir. Mais ça, c'est un petit peu ces images qu'il faut casser. Il y a pas que ça dans la vie. Il y a pas que ça. On fait plein de films sur ça. C'est bon, à un moment donné, tu vois. Heureusement qu'il y a le film Les Misérables de Lajli qui nous parle, par exemple, euh, de ce qui s'est passé à un moment donné où il y a eu une bavure policière. Et que on peut du coup comprendre, mais pourquoi ils sont tant agressifs? Pas parce qu'il y a eu cette bavure et que on sent une injustice. Mais tu vois, si on nous donne, c'est comme pareil l'immigration. On te fait souvent des films sur les immigrés qui viennent d'Afrique, mais on te dit pas pourquoi ils viennent. On te fait pas comprendre, mais pourquoi ils vivent des situations qui ont été préétablies depuis bien trop longtemps. Ça aussi, c'est un de mes problèmes d'avoir fait histoire, parce que dans l'histoire, t'apprends plein de choses. Euh, mais voilà, comprendre tout le cheminement. J'avoue que je vois un film sur l'immigration, c'est toujours la même chose. Ah bah les pauvres, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Mais du coup, les gens, à la fin du film, ils disent, ben pourquoi ils viennent ici? Mais non, faut pas, au contraire, qu'ils disent pourquoi ils viennent ici. Mais pourquoi nous, en tant qu'Européens, on a mis en place une certaine rythmique en Afrique et que du coup, il y a un élément qui fait qu'ils ne peuvent pas s'en sortir parce qu'on est toujours dans les mêmes rouages. On est toujours dans les mêmes rouages politiques. On met qui on veut mettre en Europe. On met sauf qu'on comprend pas. On comprend pas comme tu vois. Je vais reprendre un truc que Emmanuel Macron avait dit quand il est allé au Ghana, mais dire que la pauvreté a incombé aux femmes qui font trop d'enfants. Oh, oh, ça m'embête. Mais du coup, c'est un peu ça qu'un film donne, c'est l'idée qu'on ne doit pas se dire ouais, ma vie, elle est bien. On ne doit pas se dire que, mais c'est d'essayer de comprendre. Et le background, il est important. Donc, moi, c'est un petit peu un truc que j'ai envie de me battre, là, les clichés, mais comprendre pourquoi la personne est comme ça. Ouais, mais c'est ça. C'est un mot qui est central. Tu as dit, les gens demandent pourquoi ils viennent ici. T'as dit à peu près cette phrase. Ouais. Moi, je pense qu'ils doivent vraiment se la poser, cette question. Pourquoi ils viennent ici? Parce que justement, quand on comprend pourquoi, quand on comprend les raisons fondamentales, Mm. bah après, on arrive à comprendre peut-être certaines tendances, certaines. Donc voilà, tout à l'heure, tu as dit bah, ils ne devraient pas se poser cette question-là, pourquoi ils viennent ici. Et après, tu as dit finalement, en fait, la question pourquoi, elle est centrale. Et moi, je suis complètement d'accord avec ça, avec ton deuxième point. Il y a deux, on va dire que il y a la manière dont c'est dit. Et ça aussi, c'est un des défauts. C'est, par exemple, on va proposer un film, donc c'était au Festival Cinémania, le film de Zabou Bretman, Les Hirondelles de Kaboul. Et il y a un truc qui m'effraie parce que je me dis qu'on est tellement centré sur nous-mêmes. Et pour moi, le cinéma, c'est pas quelque chose de centré sur soi-même. C'est quelque chose où on t'apporte d'une autre culture, d'un autre pays, et que justement, on doit se familiariser avec l'idée de se dire que ouais, mais en fait, oui, ma vie, ça peut aller, mais ça se passe pareil. Ça peut être nous, ça peut être eux, ça peut être n'importe qui. Donc, Zabou Bretman, donc Les Hirondelles de Kaboul, et je vais prendre une famille syrienne euh, d'un réalisateur belge, qui font deux films justement pour, j'aime pas le terme éduquer, mais pour apprendre, donner un apprentissage aux gens en disant que bah, il y a des situations conflictuelles dans d'autres pays, qu'il y a des situations atroces dans d'autres pays. Mais moi, il y a toujours la phrase qui me répugne, que j'éructe même, c'est de dire que à la fin d'un film, on n'est-tu pas bien ici, nous? Franchement, on a de la chance.
Et là, j'avoue que ça m'embête beaucoup que les gens pensent ça à la fin d'un film. Et ça veut dire que oui, ils ont reçu de la tristesse, mais ça revient un peu à une des phrases que j'ai toujours portée avec moi. C'était dans Hôtel Rwanda. Dans Hôtel Rwanda, donc on a une discussion entre Nick Nolte et Don Cheadle. Donc Don Cheadle qui joue donc Paul Rusesabagina et Nick Nolte qui joue l'alter ego un petit peu de, Roméo Dallaire, donc le général québécois qui était en charge des casques bleus. Et il y a une phrase qui dit, et, euh, et je trouve tellement qu'on est encore, ce film il sortait en 2001, hein, mais on est toujours encore dans cette réflexion. Donc il dit, Paul Rusesabagina, donc Don Cheadle dit à Nick Nolte, mais montrez ces images-là, montrez les images du génocide partout dans les médias. Les gens, ils vont parler de ça, ils vont venir nous aider. Et, euh, et, et ça va, non, c'était pas, ouais, et ça va changer notre situation là. Du coup, petit intermède, c'était pas Nick Nolte, c'était le journaliste qui avait filmé des images donc des massacres donc Paul Rusesabagina avait vu ces images-là en cachette et il disait ça va changer la face de l'histoire parce que les gens vont venir nous aider parce qu'ils voient l'atrocité. Et il y a une phrase qui dit, euh, et il est hyper déçu pour Paul Rusesabagina, il lui dit, ouais, les gens vont voir ça, on va mettre ça en prime time, la première minute du journal, les gens vont voir ça. Et la deuxième question qui suivra, c'est, chérie, quand est-ce qu'on mange? Ouais. Et c'est un peu ça que on crée. Et même encore aujourd'hui, moi, l'idée d'avoir un film, moi, je pleurais, je vais penser, même là, tu vois, je parlais de Moonshine Nation. Pendant une semaine, j'étais pas bien parce qu'on a tué des bébés qui arrivaient à terme. Euh, mais ma question, c'est peut-être pas de dire, attends, on mange quoi après? Mais c'est vraiment de la pertinence de nos mots. Elles peuvent choquer et dire, ah, on a de la chance, nous, ici. Je trouve que c'est pareil que dire, bah, quand est-ce qu'on mange? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc voilà, ça, c'est un truc qu'il faut casser. Et j'avoue que j'ai envie de le casser parce que on est tous dans le même bateau, là. Le bateau, il coule. Ce qui se passe en Ukraine, ça pourrait se passer au Québec, ça pourrait se passer en France, ça pourrait se passer n'importe où. Il y a personne qui peut se dire qu'on a de la chance parce que ça se passe dans notre monde. On n'a pas plusieurs mondes, on n'a qu'un seul monde, mais ça se passe dans notre monde. Et c'est ça qu'apporte le cinéma, c'est apporter des réflexions sur est-ce qu'on a une justice à deux vitesses, est-ce qu'on a différents décalages. Par exemple, même je te parle d'une déportation qui était pendant la Seconde Guerre mondiale. Personne n'en a idée, mais la déportation de femmes et d'hommes lettons par l'URSS, personne n'en a idée. Je l'ai appris en 2014 dans un film. Et tu vois, c'est ça aussi. Et tu vois, je le porte parce que je dis, allez, regardez la croisée des vents. Vous allez déjà cinématographiquement c'est beau, mais émotionnellement c'est aussi beau. Mais tu vois, je le transmets et j'aime l'idée de dire quand parce que si je ne sais pas, j'apprends. Si je sais transmettre de le transmettre. Mais tu vois, j'ai appris ça et je dis, eh non, il n'y a pas eu que la déportation, il n'y a pas eu que la Shoah. Il y a eu un pays vainqueur qui a fait la même chose, mais parce que les vainqueurs, on n'en parle pas. Hmm. Et donc, ouais, c'est ça. Donc, voilà. Donc, c'est un peu aussi un leitmotiv de dire que oui, mon cinéma, il est beau, mais il faut que les gens aient une réflexion qui est haute que se dire, bah, ma vie, elle est bien. Par rapport à cinéma international, vraiment, ce sur quoi tu mets l'accent, c'est le fait de s'ouvrir l'esprit, le fait de découvrir ce qui se passe ailleurs et, euh, et comment dire, et d'être un petit peu dans la peau de certains personnages qui ont des vies très différentes des nôtres et d'avoir un peu d'empathie pour ces gens-là. Bah, c'est carrément ça. C'est dans l'idée que moi, je trouve que peut-être c'est ça aussi que ça m'a apporté. Le cinéma, ça m'a peut-être apporté encore plus d'humanité. D'humanité dans l'idée de me dire euh, que je suis au fait de réalisateurs, de réalisatrices, de scénaristes qui créent dans leur pays et qui créent sur des situations que personne ne voudra avoir ou des situations que l'on voudra avoir. Donc je mets autant l'envers que le devant. Euh,
qu'on apprend à se connaître. C'est pour ça que là, du coup, avec cette question, j'avais envie de rebondir aussi sur l'idée que il y en a marre des remakes, quoi. Il y en a marre des remakes qui reprennent des films d'autres pays, alors que du coup, on n'a plus le contexte, on n'a plus ce qui existe d'un pays, parce qu'on veut le contextualiser à notre propre pays, alors que et on perd quelque chose de fondamental. Mm. Euh, euh, Bah, j'ai peut-être à l'inverse, le seul film qui me fait changer peut-être d'avis, c'est Coda, qui reprend la famille Bélier parce que on a mis en place Troy Stottsur, qui est un des acteurs qui a été oscarisé. D'ailleurs, je suis hyper content pour lui, qui est malentendant, qui est sourd d'ailleurs. On a mis en place Maïli Medley, qui est pareil, sourde, et on a mis des acteurs vraiment en connaissance de cause qui vivent une situation et je suis quand même content par rapport à ça. Donc oui, Mm. c'est un remake, mais ça va. Je trouve qu'il m'a plus rassuré que la version avec Karine Viard et François Damiens. Mais après, c'est ça, faire un remake, c'est vraiment pas comprendre la situation d'un pays. Et je suis contre ça. Je suis contre l'idée que on puisse contextualiser des situations qui ne sont peut-être pas à même dans notre pays. Et je trouve toujours dommage de ne pas voir la version originale. Même, tu vois, pardon, mais ça m'embête que Martin Scorsese a eu un Oscar en tant que meilleur réalisateur. Il a fait des très bons films, mais qu'il a eu pour un remake. Donc, Les Infiltrés en 2006, il a eu l'Oscar alors que ça reprend Infernal Affair, un film japonais, quoi, qui est une Ouais. trilogie. Donc, tu vois, c'est des choses qui m'embêtent. Et donc, oui, pour moi, c'est vital de comprendre la situation d'un pays. C'est vital de s'intéresser aux autres et pas d'être. Un remake, pour moi, ça fait un petit peu, je suis centré sur mon nombril, quoi. Ouais. Ouais, mais c'est vrai, hein. Mais après, moi, je me rappelle très bien de ce film-là. Je l'ai adoré d'ailleurs, Les Infiltrés. Et c'est vrai que moi, un point pour un film comme ça, j'ai tendance à plus facilement m'identifier aux personnages bah, quand ils me ressemblent ou quand ils vivent dans des lieux que. Alors, même si c'est à Boston, je vis pas à Boston, mais c'est des lieux qui me parlent un petit peu plus par rapport à des acteurs japonais, à des choses qui se passent au Japon. C'est vrai que naturellement, et je pense que je suis pas le seul, j'imagine, quand je veux regarder un film pour me divertir, c'est vrai que peut-être que ça va peut-être plus me parler quand je vais me dire bah moi je pourrais être tel personnage plus facilement. Et après c'est vrai que par contre si on veut s'imprégner d'une culture, si on veut là effectivement je comprends que le côté remake et bah, ça marche plus quoi. Mais moi, je te dirais que bah, ça aussi, c'est un petit peu. On nous a formés un peu comme ça, de justement penser qu'on peut penser qu'on peut s'identifier à telle ou telle personne. Et moi, je te dirais que non, au contraire, parce que euh, j'ai tendance toujours, et c'est ce que je dis aux gens, on peut s'identifier facilement. Euh, Par exemple, c'est comme si je te disais donc dans One Child Nation, tout le monde peut avoir des enfants. Et qu'est-ce que ça te fait si on t'apprenait que dans un pays, en mettant en place une politique qui t'interdit d'avoir un deuxième enfant? Qu'est-ce qu'on mettait si on mettait dans un pays une politique qui dit que bah pas la politique mais les gens pensent ah c'est mieux d'avoir un garçon qu'une fille. Donc tu vois, je pense que au contraire, on peut s'identifier parce que c'est notre monde et ça personne pourra nous l'enlever. Donc je peux autant m'identifier, c'est ce que je dis, je peux autant m'identifier à quelqu'un qui a vécu la Shoah que quelqu'un qui a vécu le génocide cambodgien, que quelqu'un qui a vécu le génocide arménien ou quelqu'un qui a vécu le génocide rwandais parce que Mm. tout le monde a un père et une mère, ou tout le monde a un frère, tout le monde a des amis, tout le monde a... Ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas nous enlever. Mais j'ai l'impression qu'on a tendance à toujours nous diviser et à hiérarchiser les gens. Et ça, c'est un petit peu aussi notre fardeau de croire que d'un pays à un autre ou d'un continent à un autre, on nous a fait croire qu'on était peut-être plus intéressant ou plus important. Et aujourd'hui, c'est ça. Même là, tu vois, on se parlait d'un scénario où il y avait, je crois que c'était une amie qui disait bah, qu'une productrice elle a dit ouais, mais tu vois, au Québec, les gens sont blancs, ils vont pas s'identifier. Mais hey, si on pense comme ça, c'est dommage parce que
Ça veut dire qu'on va, on va continuer à perpétrer justement ces réflexions. C'est un être humain. C'est un être humain à qui tu as enlevé son enfant. Ça reste la même qu'un autre être humain à qui on a enlevé son enfant. C'est ça aussi. C'est notre histoire. C'est pour ça qu'il faut s'intéresser à notre histoire et qu'on puisse se dire, ben oui, mais ça pourrait se passer n'importe où. Même, tu vois, il y a le rire de Martin Laroche que je trouve qui est une perle, qui est un film avec qui, franchement, j'étais hyper content d'avoir plein de réflexions sur le film de Martin. Euh, il y a un journaliste qui a écrit «Oh, mais on peut pas s'identifier parce que ça pourrait pas se passer au Québec une guerre.» Ah bon? Ah bon? Où t'as vu ça? Ça peut se passer n'importe où. Regarde, il y a un gars dans le pays à côté, il a dit aux gens qu'on lui a volé son élection. Qu'est-ce que les gens ils ont fait? Ils sont allés au Capitole, Ouais. le vestige de la politique. Ils sont allés au Capitole. Mais dis-toi que si ils pouvaient continuer sur le même chemin, ça peut très bien être renversé. On n'est pas on est à la limite d'un coup d'État. Ça Ouais. peut se passer n'importe où. Regarde, c'est comme je dis, la faute, c'est pas à telle ou telle personne, c'est les gens qui suivent. Donc, s'il y a des gens qui suivent, dans n'importe quel pays, on peut renverser un gouvernement. Dans n'importe quel pays, on peut faire ce qu'on veut des gens. Dans n'importe quel pays, regarde, il y a eu 400 ans d'esclavage. Je lisais, j'avais écrit une lettre sur ça. Je lisais, les tortures qui ont pu être passées, qui ont pu être effectuées. Les gens, ils se sont dit, ben oui, mais si les autres le font, pourquoi pas nous? Et c'est ça, donc oui, c'est possible. Et le film de Martin Laroche, oui, on peut avoir une victime de guerre au Québec. Oui, je peux l'entendre qu'il y a aussi des tensions entre les anglophones et les francophones. C'est depuis bien longtemps. Donc n'importe qui dirait, hey, et si on bougeait les anglophones, et si on bougeait les francophones, ça peut arriver. Mais donc c'est ça qu'il faut comprendre. C'est notre monde, n'importe qui peut arriver. Non, même en Birmanie, il y a un gars qui dit qu'il faut brûler des musulmans vivants. Les Rohingyas, on brûle des gens vivants. Dans un autre pays, la Chine, il y a des gens qui sont enfermés dans des camps de concentration. Actuellement, ça peut se passer n'importe où. Donc, c'est notre monde et c'est ça aussi. C'est pour ça que je dis le cinéma international, c'est important. Parce que peut-être que ça apprendra aussi aux gens de dire, il faut faire attention, ça peut venir dans notre pays. Ou ça peut venir très vite chez nous. Ou ça peut m'arriver. Ça arrivera à n'importe qui. Donc, c'est ça que ça m'a appris le cinéma international. Ça peut arriver à n'importe qui. Même là, je te disais, je me levais tôt à 9h, je terminais à 19h. Mon premier film, un de mes premiers films qui m'avait marqué, c'était Sunung, un film coréen, où on était dans l'excellence scolaire et où certaines personnes qui avaient redoublé faisaient en sorte que les nouveaux échouent parce qu'ils voulaient avoir leur diplôme. Ça se passe en France, en Hmm. médecine. C'est Ouais. ça en médecine. Les gens font exprès que les nouveaux arrivants ratent leur concours. Ça se passe en France. Et pourtant, Sunung, c'est en Corée. Mais c'est la même chose qu'en médecine. Mais pourtant, on va dire, ah, ça se passe dans un pays, nous, ça nous arrivera jamais. Bah, si, ça nous arrive. Je crois que tu n'as plus beaucoup de temps, alors je vais te poser des questions, tu vas essayer de Je vais répondre, répondre d'aller rapidement. un petit d'aller voilà, droit au but. Les films étrangers, sous-titres ou doublés? Sous-titres, jamais doublé. Sous-titres. Sous-titres, c'est toujours, et je dirais toujours, c'est ça aussi, faut faire confiance à notre cerveau, hein. Notre cerveau, il emmagasine plein de choses, là. Oui, je suis content d'avoir une bonne mémoire, mais mon cerveau, il emmagasine plein de choses. Il faut dire Watashi no mae wa suredes, Konnichiwa, o genki desu ka. Tu vois, j'ai pas appris ces mots-là, je les ai entendus dans des films japonais, dans des mangas japonais. C'est plaisant d'entendre. C'est ça aussi mon kiff, c'était d'aller d'apprendre, d'entendre d'autres langues, et ça, toujours sous-titré. Ok, c'est très clair. Je t'explique pourquoi je te pose la question aussi. C'est parce qu'au début, au tout début de notre discussion, tu me disais que quand tu étais petit, tu aimais bien justement retrouver Ouais. des voix en français d'acteurs américains notamment. Et voilà, donc c'est pour ça que je voulais savoir si ton avis sur la question. Qu'est-ce que, euh, est-ce que
alors, en général, je demande si mes invités ont une ressource à conseiller pour creuser le sujet. Donc, toi, je vais peut-être pas te demander une ressource, genre un livre, site internet, chaîne YouTube, etc. Je vais peut-être plutôt te demander un, deux, trois films que un, deux, trois films du coup bah, étrangers. Donc, quand je dis étranger, on va faire simple. On va dire pas français, pas québécois et pas hollywoodien. Ok, donc un des réalisateurs que j'aime bien, donc c'est Bong Joon-ho. Bong Joon-ho, et oui, on a beaucoup encensé Parasite, mais moi je trouve qu'il a fait le meilleur film policier de tous les temps, qui est Memories of Murder, qui était sorti en 2006. Pour moi, c'est mon meilleur film policier. Un autre film, on va voyager, on va donc Mexique. J'appelle le trio d'enfer là, Alfonso Cuarón, Alejandro González Inarritu et Guillermo del Toro. Je vais m'intéresser un petit peu à Inarritu et je vais dire le film Beautiful avec Javier Bardem et c'est un anti-Woody Allen parce que Woody Allen montre souvent les beaux côtés d'une ville et là j'étais hyper content donc de voir en 2010 que ce film démontrait que la pauvreté dans un pays où soi-disant ou dans une ville soi-disant on dit ah il y a tellement d'argent et il nous montre l'inverse et après, on va aller en Afrique avec Abdirahman Sissako, qui avait fait Timbuktu. Je suis hyper content parce que son scénario, quand il l'a présenté, on lui dit ah bah jamais c'est trop creux, c'est trop faible. Et je suis content parce qu'il a eu 7 Césars. Voilà. Donc voilà, ça serait voilà, on a fait Asie, Amérique du Sud et Afrique. Bah, c'est parfait, très bonne. Du coup, tu nous fais bien voyager. Ce qu'on fera, c'est qu'on mettra on remettra ces recommandations dans les notes d'épisode que vous pouvez retrouver. Je vous explique, hein, les nouveaux auditeurs, je vous explique à la toute fin de l'épisode où retrouver les notes d'épisode pour retrouver notamment les recommandations de Soulé et puis après les autres questions que je pose derrière. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que les auditeurs on peut faire, soit pour toi spécifiquement, soit pour la cause du cinéma international que tu défends? Je sais pas si c'est une cause, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, ce que vous pouvez faire, c'est bah déjà de jamais vous mettre de barrière, toujours vous dire que c'est un voyage d'1h30. Même si ça vous plaît pas, restez au bout. Le voyage, il dure pas longtemps. Tu prends pas l'avion, tu vas pas voyager, tu vas pas être déçu. C'est ce que je me disais avec ma carte illimitée en France, c'est d'aller voir un film, de me dire ouais, je vais pas être déçu, ou si je suis déçu, c'est pas grave. Ça dure 1h30 ou 2 heures, mais je reste jusqu'au bout. Je trouvais d'autres moyens de m'intéresser au film, que me poser des questions sur le film. Donc de jamais se mettre de barrière parce que c'est peut-être un- notre plus grand fardeau de se dire que dans notre unicité, on ne comprend pas notre globalité. Et notre globalité, il s'intéresse à l'autre. Donc s'intéresser à l'autre, c'est aussi euh, voir autre chose que ce qu'on nous a donné depuis trop jeune et depuis tout petit. Et se dire qu'on peut apprendre aussi du cinéma iranien, qu'on peut apprendre du cinéma ouzbékistanais, on peut apprendre ouzbek plutôt, on peut apprendre du cinéma coréen, du cinéma chinois, du cinéma indonésien. Par exemple, pour le cinéma indonésien, vite fait, je vous donne une duologie qui est The Raid, donc qui est deux films sur du combat, donc et je suis content, il avait été à Cannes. Donc The Raid 1 et 2 qui est vous allez pas vous en remettre parce que c'est tellement bon. Et tu vois, c'est indonésien, donc il y a de la qualité partout. Faut jamais se mettre de barrière. Il y a, c'est pas un acteur qui fait un film, c'est toute une équipe. C'est c'est la motivation d'un réalisateur. Et ça, on ne le met pas assez en image, mais c'est vraiment toute l'équipe qui se donne. Et donc, faut qu'on prenne en considération que c'est pas parce que j'ai pas Tom Cruise que mon film il sera nul, et etc. Bon, impeccable, impeccable. Si on veut débattre, te poser des questions, te proposer de produire tes courts-métrages, comment est-ce qu'on te contacte? Par quelle plateforme est-ce que tu préfères? Est-ce que c'est mail? Est-ce que c'est téléphone? Voilà, comment tu préfères être contacté?
Bah sinon après sur Facebook, donc sur Facebook c'est bah de toute façon pas mon Facebook, mais c'est Soulé, Souley, Skies, espace Skies, S-K-Y-S et Keita plus loin. Mais après, c'est ça, les gens peuvent me poser des questions, peuvent me demander, ah, est-ce que j'ai envie d'aller dans tel pays, est-ce que tu as un film à me proposer? Alors franchement, c'est ça qui est plaisant, c'est un partage. Le cinéma, c'est même l'art en général, c'est un partage. Donc, il y a plein de films qui sont excellents et même des films français, comme je te disais hier, Deux jours à tuer de Jean Becker, ça a changé ma vision du cinéma français. Donc, s'il y a des films pour moi répertoire qui peuvent changer la vision d'un pays ou d'un autre, bah, on peut me contacter, envoyer par Messenger sur Facebook et je dirais, bah voilà, ce qui me plaît, etc. Bon, je crois que j'ai plus beaucoup de batterie sur mes AirPods. Bon, mais on est presque au bout. Et si on veut suivre, si on veut suivre ta carrière, on va dire au sens large du terme, tes écrits, où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va sur le site d'entrée libre? Est-ce que toi, tu as des plateformes personnelles où tu diffuses des choses? Bah encore, tu vois, il y a le site entrée libre. Après, j'avoue que je suis beaucoup Facebook, je l'utilise beaucoup aussi maintenant comme ça, comme pour promouvoir mes coups de cœur cinématographiques. Tu vois, à chaque fois, je mets une affiche d'un film qui m'a plu en profil. Donc ouais, c'est vraiment mon outil où maintenant je mets les articles, je mets mes coups de cœur. J'essaie aussi de faire de la publicité pour des films ou pour des tournages, etc. Donc, Facebook, j'avoue que je m'en utilise beaucoup. Après, j'ai pas créé de plateforme, mais parce que je sais que je mets mes liens en entrée libre sur Facebook. Je sais, voilà, que même là, tu vois, je redistribuais un des tournages sur lequel j'avais travaillé, qui est Afro-Canada. Donc j'utilise comme ça. Ok. Bon, mais Facebook, et ce que je ferai, c'est que pareil, hein, je mettrai un lien dans les notes d'épisode pour tomber directement sur ton profil. Ok, merci beaucoup. Voilà. Bon, allez, on arrive à la fin. Est-ce qu'en une phrase, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu aimerais qu'on retienne de cet épisode, comme souvent, dans Principes fondamentaux, qui est long, voilà, d'une manière succincte, concise. Succincte et concise. Vous allez vivre un voyage d'enfer avec le cinéma, mais d'enfer dans tous les sens. Donc voilà, vivez cet enfer-là, mais c'est un enfer plaisant, c'est un enfer grandissant et, euh, et, et, émotionnellement, vous allez passer par. C'est ça aussi, juste cinéma, émotion. Voilà, vivez des émotions et allez vivre, voilà, vivez des émotions. Et juste en petite parenthèse, euh, je pleure rarement de joie. Et quand je regarde un film et qui me fait pleurer de joie, ça veut dire que ça a marché. Donc, vivez ça aussi. C'est génial de pleurer de joie. C'est génial de pleurer de tristesse, de rire. Donc, si vous avez un manque d'émotion, la Covid, ça a été aussi beaucoup un manque d'émotion, allez regarder un film.